rapport au parcours qu'on a eu, mais scolaire, et là, on peut même reculer jusqu'à la maternelle. Donc, à quelle maternelle t'as fréquenté? Quelles écoles primaires, secondaires, collégiales, universitaires t'as eu? Déjà là, ça en dit long sur qui va se retrouver à l'écran. Donc, il faut savoir ces choses-là. Je pense que et dans le livre, j'en parle parce que je pense que c'est peu discuté, puis c'est peu unpacked, c'est peu révélé ce genre d'éléments-là. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. Do my people, we're back on another one. Let's go. Le complexe. Yes. Hey, un invité qui revient, le premier qui revient, Fabrice Ville. Merci d'être venu, mon ami. Merci, c'est un honneur. Yes. On avait des très bonnes raisons de te ramener. On va en parler tantôt. Commençons par la bouffe. Parce qu'on a bien mangé, on voit des assiettes bien vides. Moi, j'ai pas eu le temps de manger. Moi, j'étais en train de host, j'étais en train de parler avec les gens. But on a mangé, on a très bien mangé. On avait du saumon au curry, il reste plus rien. On avait du saumon au beurre. On a commencé avec des bouchées d'aran, puis ça, c'est malade. Tartelette de banane plantain gratinée. Yeah. Solide, très solide. Un sucré salé que vous devez essayer. Ça, c'était vraiment un gros hit. Merci, Charlie. On a ici quelque chose de nouveau, inspiré de la cuisine sud-africaine. On appelle ça du atcheke. Atcheke sud-africain. Okay, c'est mule de manioc. Tu l'as bien dit. Ouais, c'est mule de manioc. Super bon. C'est un genre de couscous, un genre d'alternative de riz. Là, elle l'a fait au jonjon. Ça, c'est classique haïtien. Champignons noirs. Puis ça, c'est aux tomates. Donc, super bon. Elle nous a fait des légumes au kalalou. Comment on dit kalalou encore? C'est gombo? C'est du gombo. Avec des fèves. Super bon mélange. Moi, je suis pas un fan de kalalou. T'aimes pas les légumes, toi? Non, mais mes légumes, moi, je les aime croustillants. Okay. J'aime avec une texture, une consistance. Le kalalou. Kalalou, je l'ai mangé puis c'était bon. Non, c'était super bon. Au goût, c'est super bon. Ça se mélange bien avec les fèves. Fait que le goût croustillant est bon. Fait que c'est un bon win. J'avais dit à Charlie que j'allais lui dire si j'aime ça parce que j'aime vraiment pas le kalalou. Puis c'est super bon. Fait que merci beaucoup. Super bon menu. T'as bien mangé, mon ami? Très bien. Yeah. Est-ce que tu cuisines? Un petit peu, mais pas On a beaucoup. déjà demandé, bro. C'est la deuxième fois, c'est ça. Là, ça nous sort de notre routine. Non, mais attends, parce que je me souviens pas. Fait que c'est parfait pour moi. Moi, je me souviens pas de ma réponse non plus. Donc c'est correct. On peut, mais je cuisine un peu. Maintenant que t'es papa. Pas beaucoup. Maintenant que t'es papa. Ouais. Est-ce que la cuisine prend plus de place? Là? Comment tu gères le temps? Les premières semaines, parce que le bébé est né en novembre, les premières semaines, c'est la nourriture congelée, là. C'est parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner rien. Heureusement, aussi, les gens donnent la bouffe, donc ils en apportent beaucoup, mais c'est le congélateur qui est... Puis, vieux, à un moment donné, puis je sais pas si c'est pareil pour tous les parents, mais on est tombé dans cette habitude-là. Puis, vieux, à un moment donné, on dit non, mais on aimerait manger des légumes frais, là, manger de la bouffe qu'on prépare. Puis là, je contribue. Donc mais je cuisine très simple. Tu sais, ça peut être des fois manger des salades de repas assez rapidement. Ça en fait. Mais je fais pas de la nourriture très complexe, mais je me débrouille là. C'est pas juste du craft dinner. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et la signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Non, c'est vrai qu'en tant que parent, faut que tu t'ajustes. Surtout, au début, comme tu as dit, là, tu as du monde qui vont donner de la bouffe, c'est chill. Mais après ça, tu es comme, je peux plus carburer à ça. Non, c'est j'ai besoin de quelque chose de frais, j'ai besoin de retrouver une normalité, genre. Puis,
Mais comment tu trouves ça, la parentalité? Petite parenthèse, comment ça se passe? C'est fascinant. On a un bébé qui a aujourd'hui 4 mois et demi, qui est quand même grand, pour son âge, disons ça comme ça. Il était passé, à 2 mois, il était passé de 50e percentile, donc à peu près dans la médiane des grandeurs. Mm-hmm. Puis en 1 mois, il a pris 5 cm et c'est devenu 85 percentiles, donc il est grand. Ouais. Il a beaucoup de cheveux, donc il fait pas son âge vraiment. C'est un bébé qui est super éveillé, qui regarde partout, donc j'aime le voir évoluer, j'aime le voir en fait s'émerveiller par rapport au monde qui l'entoure. Mm-hmm. Mais ça change une vie, tu sais, c'est de tellement de façons différentes. Une des façons, c'est que l'horaire est plus le même, l'horaire est beaucoup plus encadré. Mm. Donc la liberté que j'avais avant, elle est comme disparue. Puis on me l'a dit déjà. Ouais. On me l'avait déjà dit. Mais le vivre, c'est autre chose. Ouais. C'est comme, OK, la vie est encadrée, donc d'être responsable de petit humain au quotidien, c'est quelque chose. Donc, c'est beaucoup d'adaptation, mais je pense qu'au centre de tout ça, c'est la fascination de voir un bébé s'épanouir, puis de le voir évoluer, puis de voir aussi comment chaque instant est important, comment ça passe vite, parce que il y a des choses qu'il faisait il y a 2 semaines qu'il ne fait plus maintenant. Puis je me souviens qu'il faisait. Puis il les perd. Donc, il perd une habitude, puis il en gagne d'autres. Puis même juste les sons qu'il fait sont pas les mêmes par rapport aux sons qu'il faisait avant. Donc là, tu t'attaches à quelque chose, le lendemain, l'affaire est disparue parce qu'il fait autre chose. Ouais. C'est vraiment fascinant. C'est une belle éponge. Non, félicitations pour ça. Mais dans le fond, on te reçoit parce qu'à travers tout ça, toi, tu as décidé de sortir un livre. Ouais, un autre bébé. Est-ce que je peux dire, parce que le livre, puis peut-être qu'on allait aller là. Nommons-le. Bon garçon, compliment égaré. Exactement. Donc, c'est un récit autobiographique, on va y arriver, mais par rapport à le lien avec la parenté, la parentalité, c'est un livre, mon éditeur a calculé le temps que ça a pris entre la première rencontre puis la sortie du livre, 83 mois. Donc, c'est presque 7 ans de travail. Donc, c'est pas juste pendant que le bébé était enceinte que je me suis dit, je sors un livre. Ouais. Le bébé est né à un moment où j'étais en train de finaliser le livre. Donc, des nuits entre minuit et 3 heures du matin à faire les dernières retouches. Ouais. J'en ai passé. L'intention première, c'était de sortir le livre avant la naissance du bébé. Ça s'est pas passé comme ça parce que, bon, le livre devait... La démarche demandait que plus de temps que prévu. Ouais. Donc, ça a été les deux en parallèle. Puis, bon, là, les deux ont vu le jour. Un petit objet avec du papier, puis le petit tête qui rit et qui sourit. Ouais. 7 ans de travail, c'est quand même... C'est fou. Donc, c'est un œuvre qui partage tes réflexions personnelles, tes expériences. T'abordes plusieurs sujets, le racisme, le colonialisme, l'élitisme, les injustices sociales. Mais j'aime comment tu fais allusion. C'est pas trop lourd. C'est vraiment dans une perspective d'expérience. Donc, ça rend la chose concrète. Donc, c'est super bon. Je vais citer quelqu'un, un commentaire que j'ai vu par rapport au livre. C'est quel récit, quel voyage, autant introspectif que riche en observation. À lire absolument si vous croyez l'importance d'aligner ses passions et ses valeurs avec ses actions. Ouais. Wow. Fait que j'ai trouvé... J'étais comme, ce gars-là, il a dead. Ce commentaire-là, je suis curieux, t'as vu ça sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça sur où est-ce qu'on achète ton livre en ligne, là, EPUB. OK, wow. EPUB, il y a quelqu'un qui a commenté, puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai lu le livre, c'est pas nécessairement vers là que j'ai été. Fait que là, j'ai vu comment tu étais capable d'aller toucher vraiment un wide spectrum of people, puis les gens l'interprètent vraiment de manière différente. Puis j'ai trouvé que c'est un point positif parce que moi, je l'avais plus vu comme, c'est un bel outil d'intégration, en voulant dire que ça peut être un outil là, que tu utilises à l'école pour faire référence justement à des micro-agressions qui se passent dans les écoles, dans le milieu scolaire. Les profs peuvent en apprendre énormément à lire ce livre-là. Les élèves peuvent se retrouver puis se trouver un petit chemin. Fait que shout out pour le livre. Ben oui, c'est un beau témoignage. On a des chapitres. Les chapitres, c'est drôle. Il faut vraiment que tu le lis pour peut-être comprendre un peu, mais tu sais, Check un egg, Vision mondiale, Armand le grand nid, Taxé, Prends le bâton. C'est nice de voir
de mettre ces sujets-là pour chaque chose que tu veux entreprendre, chaque chose que tu veux C'est des bonnes parler. références. Ouais. Comme, admettons, vision mondiale. Toi, quand on dit vision mondiale, tu penses à quoi? Quand tu étais jeune, tu voyais un petit patinet, peau blanche, nouet, il n'y a pas de crème. Tu dis, quel patinet sorti de vision mondiale? Tu te souviens? Ouais. Non. Ouais. Nous, on utilisait ça comme insulte, là. Ouais. Tu sais, tu voyais un petit Ouais, patinet qui avait l'air de ouais, souffrir un peu, là, t'es ouais, comme, ouais. ah ouais, le gars, vision mondiale, net, ce gars-là, là. Puis des fois, c'est juste, le gars a pas passé le crème, bro. Il a pris son bain, il a pas passé le crème. Ça crème. Shout out. Mais si ça dans ce chapitre-là, Ouais. si on le prend pour exemple, je sais pas si t'allais là, mais oui, il y a la référence Ouais. pub, Mhm. mais aussi la référence à une invitation à adopter une vision mondiale qui n'est pas la pub, qui est la vision Ouais. qu'on aimerait avoir Plus global. Ouais. plus globale. Donc, c'est un double sens tout le temps. Ouais, définitivement. Fait que, pour commencer, ton marketing sur ce livre-là, on l'a vu là, moi 100%. et Caleb, on a discuté là, comme Crazy. c'était une des premières choses que les deux on a remarqué, puis on s'est pas parlé. On est venu, puis il a dit, oh, le marketing, j'ai dit, bro, les vidéos avec Erickson, Alice, comédien fucking drôle, que d'ailleurs, faut qu'on reçoive Ouais. ce gars-là. Ben oui, C'est mon préféré ben oui. en ce moment. Rosalie Bonenfant, moi je la connais parce que je regarde la télé Kebs. Elle est fucking drôle. Elle est Très bonne, drôle. elle est dans 2 hommes en or. Yeah. Elle a pété, bro. Et Rosalie. Et Rosalie. Tu sais, ils ont changé le nom Yeah, pour yeah, elle, yeah. so big shout out. Puis t'as François Daigle aussi qui a donné une performance assez comme frappante là. Ouais. J'étais comme ok. Il veut provoquer, il veut te faire réfléchir, mais en même temps, c'est Pour lui, c'est comique. comme obvious, là. C'est comme, t'es un noir, là. Comme Ouais. Non, c'est super bon. Puis les couleurs du livre, tout. Comme, parle-moi un peu qui a contribué à la conception de ce marketing-là. Comment vous êtes venu avec cette idée-là, toi et ton équipe? Ouais. Alors, ce que je dirais à la base, c'est que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir et de joie. Donc, pas juste au-delà du plaisir, vraiment de la joie à écrire le livre. Puis, c'est un livre qui est une démarche, disons, qui se veut artistique, à la différence de ma démarche peut-être plus cérébrale de chroniqueur. Donc, il y a un côté où je me laisse aller davantage que quand c'est vraiment plus très carré, quand je suis peut-être plus dans le débat, etc. T'as mis un flavor dans l'écriture, là. T'as mis un swag. Oui, vraiment. Là. Mm-hmm. Puis ça, j'ai confiance en la manière dont c'est écrit. Ouais. Quelqu'un qui est habitué de me lire va faire « Oh, OK, il y a du pickles là-dedans. C'est comme pas la même chose. Là, c'est ça. So, je voulais que le cover du livre soit représentatif aussi de ça. Tu sais, puis moi, c'est pas moi qui ai fait le design. Le design, bien sûr, c'est un designer qui s'appelle Dorian Danielson. Quand je parlais avec l'éditrice, je lui ai dit, j'aimerais quelque chose de coloré. J'aimerais quelque chose qui est éclaté. Puis aussi, quand je regardais aussi les livres des auteurs afrodescendants, souvent, il y a ça qui est très coloré. Pas uniquement, mais moi, je trouvais ça beau, en fait. Donc, ça a été dans le brief quelque chose que je voulais voir. L'écriture aussi, quelque chose qui est un peu dans le graph, dans le mouvement. Donc, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Et dans le design de la photo, donc pour les personnes qui le verront, on me voit dessus. Puis même mon éditrice voulait que ce soit quelque chose dans le mouvement, right? Ouais. Et dans la photo, il y a quelque chose qui est aussi très codé. Et c'est là où je vais faire le lien avec les vidéos aussi, mais il y a beaucoup de codes. Chaque élément du outfit, le hoodie, les Timberland, les twists, c'est codé pour que les gens, en fait, je voulais presque que les gens regardent le livre et se disent, c'est une bande dessinée, mais c'est comme, non, c'est pas une bande dessinée, c'est this is serious shit. Ouais. J'aime l'idée de dire, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Même littéralement, tantôt, j'étais avec quelqu'un qui regardait le livre, puis elle disait, c'est bon pour les ados parce que ça a l'air d'être un livre pour jeunes. Coloré. C'est aussi pour les jeunes. It is, Mais definitely. t'as 77 ans, tu vas l'aimer aussi, right? Ouais. Puis si je fais le lien avec la campagne, parce que bon, dans la campagne, il y a eu des posts, des memes, etc. Mais si je focus particulièrement sur les vidéos ce qui a été le plus partagé, le plus relayé, même l'annonce, en fait, que j'ai fait, qui n'était pas la vidéo, l'annonce avec le compas aussi, tu sais, c'est Karimi et tout, ça montre une espèce de coming out qui était vraiment, vraiment le fun. Puis, à travers les vidéos, ce que je visais à faire, c'était d'avoir du plaisir. Puis ce que je visais à faire là-dedans, puis avoir du plaisir de la même manière que le plaisir que j'ai eu en écrivant. Mm-hmm. Et ce que j'avais comme souhait,
c'était de faire quelque chose de différent de ce qu'on fait dans le milieu du livre. Parce que dans le milieu du film, dans le milieu de l'humour, on va voir les campagnes vidéo. Mais dans le milieu du livre, on en voit très, très peu. À tout le monde au Québec, on en voit très, très, très peu. Donc, il y avait une certaine simplicité dans la démarche. C'est comme, why not? Pourquoi pas le faire? Puis, les gens qui ont embarqué, ils l'ont fait vraiment par générosité. Que ce soit Jack Lafortune de JetLab qui est à la vidéo, que ce soit Rosalie, que ce soit Charles Brunet qui a écrit le sketch de Rosalie. Charles Brunet qui est profil intéressant sur Internet. Donc, si vous dit Charles Brunet, vous ne savez pas, mais Léo PCU, c'est le gars qui fait le... Oui, ça, c'est celui qui est avec Erickson. Exact. Donc, c'est la même gang. Erickson, c'en est un autre. Erickson, c'est un gars... c'est un gars que je connais depuis qu'il a 12 ans, quand il était à Louis Joe. Donc, on se connaît depuis way back. Et il fait partie des premiers... il parle pas des premiers, de la première cohorte des jeunes de Pour 3 points, qui est l'organisme que j'ai fondé, qui accompagne les jeunes. Donc, moi, j'ai vu Erickson, puis j'ai toujours la blague. Erickson, il venait jamais à l'aide aux devoirs. Il fait aucune sortie. Mais je me souviens, j'étais à la 67 sur Saint-Michel, puis on avait donné les shoes aux autres gars, les Reebok. Il nous voyait, je peux avoir mes chaussures. Puis finalement, je pense qu'on lui a donné. Fait que là, il a eu sa paye. Sa paye, il l'a eu il y a 12 ans, mais il est revenu avec la vidéo, right? Puis François Deck Bérubé, qui était super intéressant. En fait, François, son vrai nom, c'est Anthony Vandram. C'est le fondateur de Poche et Fils, qui est les t-shirts. Les t-shirts. Et il a créé un personnage humoristique qui s'appelle François Deck, qui est un satire, qui est un gars qui un coach entrepreneurial qui offre n'importe quoi comme conseil à la limite, mais qui rit des concepts ou qui rit des stéréotypes du coach entrepreneurial à succès. Et donc, longue réponse pour dire que c'est du plaisir, parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, puis de travailler avec des gens que j'aime, qui voulaient que le projet il fonctionne. C'est ça qui en fait partie des ingrédients. Puis ultimement, je pense que dans la démarche, il y avait aussi une forme de critique sociale, puis une forme d'autodérision aussi. Et c'est de manière gentille de dire, écoutez, c'est drôle parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées ou qui seraient proches de m'arriver. Puis c'est drôle parce que je ris de moi-même aussi dans la démarche. Donc c'est comme un mélange qui sont des ingrédients du livre, ultimement aussi. Fait que on parle, dans ton livre, tu parles souvent pas de l'égarement que tu proposes dans ton livre. Puis l'égarement, je pense que tu veux aborder aussi le fait comment tu as grandi ou avec des conceptions un peu que tu pensais vraies, que tu pensais pas vraies un peu aussi également. Parle-nous de cette approche-là de l'égarement que tu abordes. C'est une bonne question. La thématique du livre, ou une manière de synthétiser le livre, c'est de dire que c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut réussir dans la vie, entre autres parce qu'il se fait dire qu'il doit réussir dans la vie, qui se conforme, qui prend la trajectoire qu'il faut pour réussir dans la vie. Mais je dirais réussir dans la vie avec des guillemets parce que ce petit garçon-là, finalement, il se rend compte que ce qu'il s'est fait dire au sujet de la réussite, c'est pas tout à fait quelque chose qui a du sens, en fait. Donc, il se pose des questions sur c'est quoi le sens de la vie. Et parce que la trajectoire toute tracée, c'est une trajectoire qui ne mène pas nécessairement à quelque chose d'épanouissant. Donc, ça pousse, et je peux parler pour moi, dans ma vie, ça m'a poussé à beaucoup de remises en question importantes, et à différents moments qui ont pris différentes formes. Ne serait-ce que quand j'ai quitté la pratique du droit pour me consacrer à Pour 3 points, ça a été à cette période-là, c'est des questions existentielles, en fait. Donc, dans le livre, quand je parle d'égarement, à la base, je pense que je vais pas avec des certitudes trop appuyées, trop convaincues. Je présente des choses de manière... Et je questionne. Donc, il y a les réflexions. Un peu comme Le Petit Prince le fait. Tu sais, je vais pas me réclamer d'entendre le Saint-Exupéry, mais c'est une de mes inspirations, Le Petit Prince et Saint-Exupéry, qui se promène, qui se pose des questions. Pourquoi lui, il travaille tout le temps? Tu sais, pourquoi le renard demande à être apprivoisé, etc. Donc, il y a comme une forme de vagabondage, de voyage qui se fait, qui n'est pas dans une certitude trop arrêtée. L'autre chose, si je l'élargis, parce que le livre
parle de mon parcours, mais quelqu'un qui lit les livres, lire les lignes, c'est aussi une invitation presque à un miroir aussi, puis un miroir sociétal. Donc, c'est pas juste mon histoire, je suis juste le personnage de qu'est-ce qui arrive dans la société aussi. Puis on est dans une ère où on est bloqué à bien des égards, tu sais, on est vraiment, vraiment bloqué au niveau politique, au niveau spirituel. L'ère moderne détruit le vivant à un rythme sans précédent. Donc, quelqu'un qui pense que tout va bien, c'est comme, wait a second. C'est pas tout qui va bien. Et donc, ça invite à se poser la question, qu'est-ce qui existe qu'on n'a pas nécessairement considéré? Puis, je vais conclure là-dessus aussi, parce que si je le ramène juste à des événements qui m'arrivent récemment. Moi, je suis mindé, hein, vendre des livres, promotion de livres, je veux que les gens lisent le livre, etc., etc. Mais j'ai jamais calculé et prévu que ma nièce, la plus vieille, qui a presque 12 ans, qui a 11 ans, qui n'a pas tant trippé sur la lecture. Moi, je lui ai acheté plein de livres, puis elle n'a pas vraiment trippé. Là, tout d'un coup, elle veut lire. Mon neveu de 5 ans, j'ai des photos de lui maintenant, là, il lit le livre. Il lit le livre, on s'entend. Il est content. Il regarde des mots, il voit son nom. Puis, même chose pour... j'ai une amie qui m'envoie une photo de sa fille de 3 ans, silencieuse, qui regarde le livre. Et même, j'ai des neveux, nièces... C'est les couleurs. Comment? C'est les couleurs, etc. Tout ça. Ouais. J'ai des neveux, nièces qui pensent que je vais au travail en courant parce qu'ils voient la photo de la couverture. Mais là, quand je raconte ça à mon amie, elle me répond, oui, mais moi, ma fille, elle pense que tu cours comme un dinosaure. Fait, tout ça pour dire que moi, là, le gars qui est mindé à vendre plein de livres, il a pas pris la peine de se dire, mais il y a peut-être ces bijoux-là qui sont à l'extérieur de mes œillères qu'il faut chérir aussi. Donc, l'égarement est un peu ça, de profiter un peu de la vie, de profiter de qu'est-ce qui se passe, qui a énormément de valeur. Puis des fois, ça a autant de valeur que d'avoir des numbers. Des fois, ça a plus de valeur que d'avoir des numbers. C'est vrai. Sans trop s'attarder là-dessus, on parle d'égarement. Tu as parlé dans le livre à un moment donné que tu remets en question le concept d'avoir des héros, comme du héros de la communauté, du sauveur, le porte-parole. Tu sais. Tu l'as été un peu, par défaut. Est-ce que tu es capable de me dire les effets positifs de ça, que toi, t'en ressortis, et aussi les effets négatifs? Ouais, parce que c'est sûr qu'il y a des éléments positifs. Ton expérience. Je parle pas comme du concept. Non, je suis... Toi qui l'as vécu, qu'est-ce que ça t'a amené de positif? Je pense que ce que ça m'a amené de positif, c'est la satisfaction. La satisfaction à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de sentir que j'ai contribué au débat public, à faire évoluer les mentalités, à faire réfléchir certaines personnes qui ne savaient pas tel concept, ben, ils l'ont appris. Donc, des fois, c'est de vulgariser. Des fois, ils ont vu quelque chose aller, mais vu que c'est la manière dont c'est partagé ou c'est raconté, ils le voient différemment. Donc, il y a quelque chose dans peut-être la pédagogie que j'ai pu offrir que je trouve qui est gratifiant. Je pense que pas loin de ça, il y a quelque chose aussi de l'ordre un peu de l'inspiration, tu sais, d'être une figure connue pour certains regards. Il y a des gens qui vont se projeter en voyant cette figure-là en disant, oui, ça inspire, disons ça comme ça. Puis que ce soit des jeunes et des moins de jeunes, non. J'ai la satisfaction d'avoir contribué à ça de cette manière-là. Donc, ça c'est quelque chose. Mais de l'autre côté de la médaille de ce rôle-là, c'est de trop centraliser l'information que je partage. Donc, le rôle que je joue, que ce soit au niveau de l'inspiration ou de la pédagogie, d'être un des seuls, puis de hoarder, à un moment donné, ça devient presque un jeu où je participais à un univers politico-médiatique où je devenais presque la seule personne, la seule référence. Puis ça, je pense
pas que c'est bon. Je pense que l'équilibre se trouve dans un espace où quelqu'un offre sa contribution, mais en étant elle-même consciente qu'on est dans un collectif, puis que les autres aussi sont conscients qu'il y a un collectif. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Si je fais l'analogie un peu avec l'analogie au basket, ou au sport, n'importe quel sport, je dis basket parce que vous connaissez davantage le basket, mais prenons le basket. N'importe qui connaît vraiment la game sait que tu ne gagnes pas avec ton premier joueur ou ton deuxième joueur. Tout le monde a un premier joueur ou un deuxième joueur. Tu gagnes avec ton role player. C'est les intangibles. C'est les gens c'est ton role player qui joue, qui fait quelque chose, qui va faire gagner. Mais ton premier joueur va toujours faire quelque chose de performant. Mais il y a un cast autour qui est nécessaire. Puis là, par ça, on peut aller plus loin en disant, mais c'est qui les gens qui ont coaché ces gens-là, etc., etc. So life is a teamwork. C'est un jeu d'équipe. Je pense que c'est ce côté-là. Moi, je pense que je veux pas trop me blâmer moi, mais je pense que je participais à un jeu qui était trop individualiste. Puis on est dans une société encore qui, selon moi, valorise trop le seul individu, alors que vous avez des parents, j'ai des parents qui nous précèdent, ils font partie de nous, et on oublie cette collectivité-là à laquelle on appartient. Mais tu disais, tu as l'impression que tu étais toujours la personne qui venait chercher lorsqu'ils avaient des questionnements par rapport à différents sujets. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu étais la personne que ces médias-là venaient tout le temps chercher? En partie, ouais. Comment? Selon toi, c'est quoi? Ouais, selon moi, ouais. Ben, je peux avoir une partie de la réponse. Et ça fait un peu le lien, d'ailleurs, avec ce que le livre raconte. Parce que ce que le livre raconte... Parce qu'on a chacun... Excuse-moi de te couper, parce qu'on a chacun chaque personne a différentes idées ou de voir la meilleure des choses. Ouais. Puis... moi, je te voyais à la télé, puis tel sujet, t'es invité ici, tel sujet, t'es invité ici. Puis, peut-être parce que on se connaît, fait que moi, j'étais comme juste nice, mais une personne qui te connaît pas, peut-être dans notre communauté, se dit, lui, il vient parce que il parle bien, il se présente bien, il tient le bon profil que ces médias veulent. Tandis que si, je vais pas donner le nom, mais si je prends quelqu'un qui peut-être qui s'exprime pas autant bien, puis qui enchaîne pas ses phrases correctement avec un bon lexique, c'est moins approchable. Ouais. Ben, tout ce que je vais dire ne vise pas à nier mes compétences professionnelles et à dire il faudrait pas que je sois à l'écran, il faudrait pas que j'aie de tribune. Je suis pas en train de me flageller avec un fouet, là. C'est pas ça l'idée. Je suis conscient de mes compétences. J'ai écrit un livre, je suis ici, on se parle de différentes choses, incluant du livre, mais je suis pas en train de prétendre que tout le monde peut écrire un livre de 300 pages, puis le voir publié. Donc, à la base, prenons pour acquis que je suis à l'aise avec mes compétences professionnelles, puis que je pense et que je crois que ma place dans les médias a une certaine valeur. Après ça, la question qui se pose, c'est à quel point le mérite existe vraiment dans un univers comme celui-là? Et là, on parle d'univers médiatique, mais on pourrait parler d'autres univers. Et donc, ça invite à se poser des questions, notamment par rapport au parcours qu'on a eu, mais scolaire, et là, on peut même reculer jusqu'à la maternelle. Donc, à quelle maternelle t'as fréquenté? Quelles écoles primaires, secondaires, collégiales, universitaires t'as eu? Déjà là, ça en dit long sur qui va se retrouver à l'écran. Donc, il faut savoir ces choses-là. Je pense que et dans le livre, j'en parle parce que je pense que c'est peu discuté, puis c'est peu unpacked, c'est peu révélé ce genre d'éléments-là. Il y a des personnes qui, indépendamment du talent, de par la classe sociale à laquelle elles appartiennent, les écoles qu'elles ont fréquentées, donc c'est une combinaison, ont très peu de chances de se retrouver dans ces milieux-là parce que tu n'auras pas nécessairement développé les contacts pour te retrouver à ces endroits-là. Tu n'auras pas développé les codes
de langage pour te retrouver dans ces milieux-là. Parce que ça se développe pas juste en une année, ça se développe à travers les années. Puis moi, je savais pas que je les développais. Mais à l'école, je les développais parce que je fréquentais les gens qui sont des enfants de personnes qui se retrouvent dans ces milieux-là. Donc, il y a une confiance aussi qui se développe dans certains milieux parce que tu te dis, je peux me projeter pour aller à travailler dans ces milieux-là, alors que dans d'autres milieux, tu n'auras pas ça. Il y a une réputation aussi que certaines écoles ont que d'autres n'ont pas. On pourrait continuer comme ça pour dire que moi, ce qui me précède, au-delà de moi, ce sont les milieux que j'ai fréquentés, les environnements que j'ai fréquentés qui me plaçaient à dire, you know what, les chances sont que je me retrouve là. Et donc, il y a une disproportion aussi de personnes de certains milieux par rapport à d'autres dans les milieux médiatiques. Ensuite, il y a ce que j'ai fini par faire aussi, parce qu'à travers tout ça, en développant des connaissances par rapport à certains codes, je me retrouve à dire le fameux code switching, une certaine posture qui facilite en fait la participation au milieu médiatique. Donc c'était quand je me suis retrouvé au plus fort de la crise qui a donné suite en fait au meurtre de George Floyd. Il y avait tout ça qui s'était accumulé. Peut-être que je conclurais en disant que j'étais à la base aussi rendu là, un des rares chroniqueurs noirs à l'écrit. Définitivement. Donc, et puis même, je faisais un peu de télé quand même. Donc, quand la crise a éclaté, puis dans l'urgence, les émissions de télé avaient besoin de personnes, dans leur banque de données, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc, ils sont allés rapidement vers celui ou ceux qui connaissaient. Je n'étais pas le seul uniquement, mais un des rares. Donc, c'est un cumul de facteurs, tu sais, mais je reconnais, comme tu le nommes, je le reconnais que à la base, il y a une partie qui est liée à mes compétences, mais c'est tout le contexte auquel tout le contexte qui m'entoure, en fait, qui fait en sorte que je me suis retrouvé là et que d'autres ne se retrouvent pas là. Mais je le dis en étant conscient aussi que j'ai des compétences qui font ce que je suis là. Ouais. Et je peux te dire, je t'ajouter aussi, alors que j'oublie, il y a aussi des personnes qui, de par leur discours, on ne veut pas qu'ils se retrouvent là non plus. Parce que certaines entreprises médiatiques ne veulent pas les voir là non plus. Parce que leur discours, le discours qu'ils portent, est un discours qui peut des fois être trop menaçant pour les institutions, notamment. Donc, ça fait partie de la chose. D'être la gentille personne qui ébranle pas trop l'institution est aussi un des leviers ou une des raisons pour lesquelles quelqu'un comme moi, gentil garçon, bon garçon, comme dit le titre de mon livre, se retrouve là. Et tu sais, surtout au niveau du langage, le parler, c'est important parce que justement, ces institutions-là, télévisées, ils se prononcent beaucoup là-dessus. La manière de se présenter, de parler, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que pas qu'on roule à l'envers, mais où est-ce que... Je ne veux pas dire que c'est pas important, mais notre éventail est un peu plus large au niveau linguistique. Comme par exemple, aujourd'hui, le français ici est beaucoup influencé du créole, de la langue arabe, ça mélange un peu de tout. Fait que, il y a le métissage linguistique que je pourrais dire qui reflète beaucoup la vision de l'identité et de la culture. Tu en parles dans ton livre. Toi, en grandissant, est-ce que tu as parlé beaucoup de code switching? Être dans une école privée, Brébeuf, puis tu as grandi à Anjou, tu étais beaucoup à Montréal-Nord aussi, tu avais de la famille là. Est-ce que c'était ta manière pour toi d'essayer de blend dans le moulage, dans différents quartiers, dans différents environnements où est-ce que tu étais? Je pense qu'au début, pour moi, ça s'est fait de manière consciente. Donc, particulièrement entre la maison et l'école, dès le primaire. Donc, c'est à travers le langage parlé. Mais j'ai l'impression que rapidement, c'est plus devenu conscient. C'est comme juste devenu une deuxième nature, comme un caméléon qui se fond un peu selon son environnement. Donc,
c'est pas comme si j'ai pas vécu mon enfance, mon adolescence en me disant oh, je suis à Louis-Joe dans Saint-Michel, voici comment je dois agir. Je suis à Anjou, voici comment je dois agir. Je suis à Outremont avec mes amis de Brébeuf, puis voici comment je dois agir. Ça a juste été comme une seconde nature d'être capable de naviguer comme ça. Donc, c'est à la fois une compétence, mais à la fois une souffrance, parce que par moment... C'est un obstacle à l'identité. Exactement. Donc, les identités que je portais à l'époque, que je porte aujourd'hui, deviennent... se noient un peu dans cette manière d'être. Donc, je pense que je dirais même que il y a des endroits où je me sentais plus libéré. Donc, c'est peut-être surtout ça. Quand j'arrivais à Louis-Joe, c'est mon frère qui jouait à Louis-Joe pour les Monarques dans Saint-Michel tous les samedis. J'arrivais, je suis libéré à Louis-Joe. Donc, waouh, tu sais. Mais je n'étais pas conscient de qu'est-ce qui me libérait. C'est juste que je savais que j'étais dans ma communauté. Puis ailleurs, c'était autre chose. Donc, mais j'étais pas tant conscient non plus de l'enfermement que je vivais quand je le vivais à ce moment-là. Donc, c'est l'adulte aujourd'hui qui regarde ça puis qui dit, ben oui, je suis capable de me rendre compte de comment comment, en fait, je cachais mon identité ou je me mettais des barrières, en fait. Puis dans un dans un de tes pubs avec Erickson, quand il dit « Mais pourquoi tu parles comme ça? » Là, tu dis « Mais comment que je parle? » Ben là, est-ce que tu parles comme un gars qui a été dans une école privée? C'est toutes ces choses-là que des fois, les gens ont la perception de toi. Si tu habites, exemple, je sais pas moi, à Saint-Jérôme, tu vas dans une école privée, mais t'es noir. Fait que là, automatiquement, ils te voient comme, OK, ben t'es un noir, mais moi, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais je respecte ça comme perception. En même temps, je vais la challenger aussi. Je respecte ça, puis c'est pour ça que je fais preuve d'autodérision. Il y a des fois, à un moment donné, c'est comme... acting white is a thing. C'est pas... puis la race, c'est un construit, c'est une invention. Tu sais, comme il y a une seule race, c'est la race humaine. Puis à travers tout ça, on s'est fait racialiser, on se retrouve à être divisé entre groupes. Et puis donc, la racisation, on en subit aujourd'hui les conséquences, mais c'est les conséquences d'une invention. Mais à travers ces inventions-là se retrouve les codes de qu'est-ce qui fait que quelque chose est white. Puis white, je ne parle pas des personnes blanches, je parle je parle de l'oppression blanche, je parle de la manière de penser qui nous opprime. Et donc, il y a des manières de faire qui font en sorte que tu dis, non, this is a white behavior. Tu as juste une manière qui n'est pas aidante pour nos communautés. Et ça, je suis capable de le voir et de le reconnaître. Donc, moi, je ris de moi. Et je pense qu'on le fait tout le monde. Je pense que tout le monde le fait de différentes manières. Classifier les gens is a white thing. You know what I mean? Fait que donc quand on se classifie, nous, on se fait mal, tu sais. Ouais. Et à travers tout ça, je ne vais pas perdre mon fil d'idée, mais à travers tout ça, tu vois, j'allais dire, je ne vais pas perdre mon fil d'idée et je l'ai. Ça peut tellement emmener partout. Juste. Ouais, vas-y. Tu sais, on a tous été à Momo, ton frère a été à Momo, légende de Momo. Oui. Oh, Canadien. Yes, sir. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné le goût de venir à Momo. Ah ouais, hein? De voir tu sais, puis ils avaient des blacks, là, ils en avaient, là. Il y avait une gang de Laval, il y avait lui, tu sais, c'était solide. Puis, arrivé à Momo, moi, j'étais confortable parce que j'ai été en environnement privé. Donc, j'étais habitué à des fois être en minorité. On est une clique de 5-6 gars noirs, puis tout le reste de notre année, là, c'est des gars blancs. C'était normal pour moi. Fait qu'arriver à Momo, c'était peut-être plus normal. Toi, je pense pas que tu as vécu la même affaire. Dunton, c'est autre chose. De Dunton à Momo, fait que toi, ton code switching a commencé plus tard. T'as appris à faire ça, genre, à Momo. Ouais. Si on veut. Ouais. Comme plus vieux. Moi, j'ai appris ça au secondaire. Toi, t'as appris ça au secondaire, primaire. Au primaire, même au primaire, parce que t'étais dans un... Fait que toi, c'est au cégep que t'arrives, t'es vieux. Puis là, tu commences à voir des blacks qui sont comme... qui parlent un peu avec l'accent joual. Comment t'as vécu ça, toi?
toi, comme de l'autre côté de la médaille, comment t'as vécu de voir des gens qui code switch? C'était spécial parce que j'avais pas l'habitude. Fait que là, j'étais comme, hein, pourquoi qu'il parle comme ça? Je veux dire, Comme Ericsson a dit, yo, pourquoi tu... parce que je suis dans le quartier Saint-Michel, je vais à Dunton. Je veux dire, Dunton, c'était 90% immigrants là, dans le temps. Là. Je veux dire, fait que, tu sais, moi, j'ai des Latinos, j'ai des Arabes, j'ai des Asiatiques, j'ai des Africains, j'ai comme nomme-les tous. Je veux dire, Vous étiez en majorité, vous n'étiez pas en infériorité. Exact. Là. Ouais. Fait que là, j'arrive à Momo. De un, j'arrive dans une grosse école. Là, je suis comme, shit, ok, je cherche mon cours, je suis perdu, tout. Puis, majoritairement, c'est juste des blancs. J'arrive dans mon cours, je faisais une technique en tourisme dans ce temps-là. Fait que j'étais seul noir. Fait que là, j'arrive, je suis comme, ok. Puis, fait que, tu sais, le joueur, pour eux, c'est normal. Ouais. Mais là, moi, tu sais, vu que j'ai pas l'habitude d'entendre ces différents sons-là. Ces différents sons. Mais tu sais, je veux dire, des fois, c'était compliqué pour moi, genre. Puis je tombais sur des profs, tu sais, comme qu'on parlait, le prof en histoire? En histoire. Tu sais, lui aussi, tu sais, je veux dire, c'était quand même un gros joueur. Fait que ça m'a pris quand même beaucoup de temps à m'adapter. Mais j'ai jamais pris comme si c'était comme, hein, c'est quoi ça? Ou, tu commençais à parler mal. T'étais pas réfractaire par rapport à ça. Non, t'étais plus comme. C'était juste comme c'est nouveau, c'est nouveau pour moi. Ouais. Puis tout. Puis aujourd'hui, je suis dans la construction. Non, je te confirme, ça t'a pas pris beaucoup de temps d'adapter. Je confirme que Caleb n'a pas pris beaucoup de temps pour s'adapter à cette situation-là. Je confirme. Mais est-ce que je peux dire deux choses? Parce que ce que j'avais en tête m'est revenu, mais avant d'aller là, il y a une recherche dont les résultats ont été dévoilés en 2023. C'est dans un article dans Le Devoir. Puis c'était pas la première fois qu'il y avait des recherches là-dessus, mais c'est la première fois que moi j'en avais vu. Les experts, puis c'est étendu à d'autres champs professionnels, mais c'est principalement les experts qui ont un accent qui est jugé étranger, mais pas étranger Europe, là, étranger autres pays que les pays européens, sont considérés moins crédibles. Donc, basés sur la recherche. Donc, moi, j'ai lu ça, puis comme, ça confirme qu'est-ce que j'ai toujours su. Right? So, c'est comme si, moi, ce que je trouve là-dedans, juste à ne pas oublier, parce que des fois, les gens se posent la question, c'est que littéralement, c'est presque une question de survie. Parce que moi, mon corps, il sentait que j'avais besoin de me faire mes amis pour. Et donc, c'était ton adaptation. Ton adaptation. Et professionnellement, c'est un peu ça. Et les données le démontrent. C'est comme, non, si tu parles d'une manière, tu n'auras pas la job, etc. Donc, finalement, les gens finissent par s'adapter. C'est une trahison personnelle, of course, mais c'est un mode de survie. Comment tu fais pour finalement survivre dans un univers où largement, les gens, ils ne te donneront pas l'opportunité. Puis littéralement, même des gens qui sont des experts universitaires sont jugés moins crédibles. L'autre chose qui me vient à l'esprit, puis c'est souvent, moi, je ne suis pas surpris quand les gens... de moins en moins, mais ça arrive. Les gens ils vont dire, ils vont penser que je suis un enfant de riche, alors que ça, c'est pas vrai. Mes parents n'avaient pas d'argent. Là. Mais au-delà de ça, c'est que quand on parle de white behavior, puis comment on se classifie, puis comment on s'attaque par moment, moi, je vais pas tous les jours parler de mes parents, ma mère qui était infirmière puis qui a bourré toute sa vie. Je vais pas parler de mon père qui était ingénieur, qui a fait du taxi quand même. Je vais pas parler de la dictature que nos parents ont vécue quand ils étaient en Haïti. Puis moi, ils me parlent, we were under the same hood. C'est qu'on a vécu des affaires qui sont terribles, tout le monde. Et si on recule, on était des biens meubles, mais là, on regarde une fenêtre d'aujourd'hui sur une personne, puis on peut targeter, mais ça, c'est du comportement blanc, en fait. This is white behavior. C'est du colonialisme. C'est du colonialisme. C'est du comportement colonial purement. Et donc, pour moi, c'est la réflexion. C'est-à-dire, j'acknowledge quand on joue avec ces éléments-là, de dire, OK, pourquoi tu agis comme un blanc et tout, parce que je le vois bien. Mais c'est une invitation aussi à pas respecter, à ne pas oublier comment il y a une diversité de personnes noires. Et les personnes noires vont agir de différentes manières pour un ensemble de raisons. Souvent, c'est par survie. Puis juste rajouter rapidement, moi, une chose que t'es rentré dans cet univers-là à Momo m'a fait, c'est juste mieux me présenter, mieux parler. Puis je veux pas dire que je parlais mal, mais je pense que surtout plus tu grandis, tu dois quand même avoir une certaine manière de parler, surtout que ce soit pour un emploi ou que tu vas faire une entrevue à la radio ou quoi que ce soit. Puis c'est pas de dire que tu vas te
dénaturé pour fit, mais juste que tu es capable de bien parler, puis d'avoir un discours qui tient la route. Exact. Sans que tu sois évaché. Quand tu allais voir tes parents, tu parlais pas de la même manière à tes parents que tu allais parler à tes amis. Ma c'est mère, pas un problème. Ma mère, jusqu'aujourd'hui, exact. Maintenant, mes parents sont un téléphone, puis c'est WhatsApp, là, comme tous les Haïtiens. Elle écrit avec un virgule, point. Ouais, exactement. Elle me dit, comment vas-tu aujourd'hui? Passe à la maison, prendre la nourriture quand t'as 2 minutes. Puis là, des fois, je lis, je suis comme, yo, André, t'écris au cas où si un journaliste vient, il veut voir qu'est-ce que t'as écrit. Yo, je suis comme, je me fais tout le temps dire ça. Je veux dire, en même temps, en Haïti, on instruisait nos parents à bien parler le bon français, à bien s'exprimer. Fait que c'est de là que ça m'a permis aussi à justement me recadrer. Puis les gens là qui disent yo, pourquoi t'écris comme si t'étais corporate puis tout là, c'est parce que vous êtes poche en français. C'est pour ça que vous êtes pas capable d'écrire. Moi, ça me blesse les yeux d'écrire, de texter puis de voir des fautes. Genre, fait que j'écris vraiment avec mes virgules. Du moins, j'essaie de faire le moins de fautes possible quand j'écris, avec très peu d'abréviations. Je trouve ça paresseux. De pourquoi PK, like come on bro, Marc, pourquoi ça va prendre 2 secondes de plus, bro, mettre les lettres de plus, comme c'est vraiment pas la fin du monde. Mais on est vraiment dans cette ère-là, which is fine. Je pense que le urban behavior peut être comme ça. Ouais. Je pense que l'académique est super important. Puis c'est là que, comme tu as dit, yo, ça a été un outil pour toi. Ça n'a pas été une dénaturation, mais plus vieux. Je peux comprendre plus jeune, toi, qu'il vit. Là, tu as peut-être la réflexion de est-ce que je me dénature par moment quand je suis dans des situations où tu réalises dans des situations que tu es mieux que dans d'autres, right? Puis tu utilises le langage pour t'exprimer. Puis ça, c'est tout le monde. Un bébé va utiliser le langage pour s'exprimer. Il va pleurer parce que c'est la seule chose qu'il est capable de faire. Donc, je pense que, en fait, quand on va surmonter ce problème de langage-là qu'on a, qui crée un manque de communication, je pense que c'est là qu'on va vraiment être capable de faire avancer les trucs parce que, tu sais, on parlait de l'Akainu tantôt, puis moi, je pense qu'une des grosses barrières de l'Akainu, c'était l'accent. La personne avait un accent qui faisait en sorte que nous, beaucoup de gens de notre communauté étaient comme... C'est ça, ouais, certainement. Pourquoi il parle comme ça? C'est qui? Ça me ressemble pas, genre. Ouais. À la place de penser comme, OK, ben, tu sais, contexte social, on est un produit de notre environnement. Ces gens-là, ils viennent de où? C'est pas de leur faute. S'ils ont grandi en banlieue. Je vais pas m'éterniser, mais j'ai une question. Est-ce que parler français veut dire parler québécois? Ou bien c'est deux choses distinctes? Non. Le joual puis le français, tu sais... Mais il y a différentes sortes de français. Ouais, c'est ça. Mais parler français... Le québécois, c'est un dialecte. On dit comme, les gouvernements mettent des lois, la loi 101 pour le français, mais c'est le français, mais c'est le... Toi, tu dis qu'il aurait accepté si tu mets oui à la place de toi. Non, mais je veux dire, tu sais, nos parents, ils viennent ici, ils parlent français. C'est pas québécois, mais ils parlent français. Ouais, ben dans ton livre, tu le dis. Ouais. Il y a le français, nous, on appelle ça le français tu. C'est le français bien parlé. Exact. Un petit peu là, avec l'accent français, mais c'est pas... Je pense que tu disais Radio-Canadien, genre, c'est ce que tu vas voir à la télé. Radio-Canada, tu vas voir les gens, ils parlent pas joual à Radio-Canada. Ils parlent le français. Même, tu vas voir, des fois, de temps en temps, ils vont... Des petits lapsus. Ouais. C'est pas énorme, mais tu vois qu'ils parlent un français plus forcé. Je pense pas qu'ils parlent comme ça dans leur vie. Mais je pense que t'as différents français. Je pense que le langage, du moment qu'on va passer ça, puis c'est con parce que c'est juste une question de temps, c'est juste une question de génération. On est la première génération qui est née ici. C'est sûr, ça va être un problème. Mais est-ce que 3 générations plus tard, ça va être un problème encore? Je pense pas. Moi, la seule chose que je dirais de ne pas oublier que c'est le langage, parce que c'est une des choses évidentes, mais c'est aussi dans la manière d'être, la manière d'agir, dans la manière il y a des manières qui sont pas acceptées, puis aussi notre présence dans l'espace, des fois, elle peut être menaçante. Je vous raconte brièvement, ce week-end, j'étais à la place Versailles avec quelqu'un parce qu'on tourne une capsule vidéo liée à mon livre. La manière dont les gardes de sécurité nous ont traqués, là, blanc et noir. C'était quand on est où ici? Ça m'a ramené quand j'étais un adolescent. Comme I'm a grown up, j'ai 40 ans là, qu'est-ce que vous avez les gars? Puis apparemment on n'a pas le droit de filmer. À tort ou à raison? Premièrement, je sais pas s'ils ont raison parce que j'ai jamais compris quelle loi nous permettait ou quelles règles nous permettaient, mais même s'ils avaient raison, la manière dont ils se présentaient à nous, pour eux, on était des petits sauvages. Déjà des petits criminels. Je les regardais, peu importe qu'est-ce que je disais, je disais, qu'est-ce que vous avez? Mais ça me ramenait à me dire, les jeunes, là, on a tous été chillés à la place Versailles, ceux qui ont grandi dans l'Est, comment
on était traités comme des moins que rien. Mais moi, je m'en ai même pas compte. Là, comme adulte, je suis retourné, je dis, là, je me rends compte. Comment, dès qu'on se présente, on est un fait, on est une menace, et donc, il faut trouver une manière de sourire. J'étais pas bien quand je suis rentré chez nous après ça, là. J'étais pas bien. Sur le langage, mais il y a vraiment ce côté-là. Le corps, il est jugé comme menaçant, puis on veut nous contrôler. Dans quelle mesure que la société peut réellement s'engager à surmonter, justement, comme tu en parles, ces injustices sociales dont tu abordes dans ton livre? Une des choses, donne un exemple qui pourrait aider, selon toi. Je pense vraiment que de revoir comment on conçoit les questions identitaires, c'est important. On a commencé à en parler un peu, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est basé sur si on se perçoit d'abord à travers les couleurs, notre couleur, ça va pas. Puis en fait, si les personnes nous regardent d'abord par rapport à notre couleur, ça va pas non plus. Tu sais, si tu prends, je travaille dans l'espace, mais si tu prends une navette spatiale, tu regardes la Terre, nos couleurs comptent pas, là. C'est comme, il y a quelque chose, on est des poussières emboulées, on est des poussières d'univers. Tu sais, c'est comme, on est vraiment ça. Fait que, si on prend la peine, c'est comme, peut-être exigeant de se le voir comme ça, mais c'est un peu ça pareil. Tu sais, si on se ramène à plus concret, et qu'on est davantage à voir que dans une relation, il y a autre chose que ma couleur de peau et ta couleur de peau, mais on est vraiment en relation, c'est-à-dire que moi je t'influence, toi tu m'influences. Il y a tout le bagage qu'on porte qui nous influence dans notre relation. C'est quelque chose qui me semble beaucoup plus riche en fait. Et c'est très simple, mais moi c'est ça qui me parle beaucoup. Tu sais, je pense ces jours-ci où à des profs, moi j'ai pas eu de prof noir. J'ai eu des profs blancs. T'as dit ça, t'as eu aucun prof, aucun directeur noir. Zéro. That's crazy. It's crazy stuff. Mais ce qui est intéressant aussi, it's really crazy. C'est assez fou à le penser. Mais j'ai eu des profs extraordinaires aussi. Tu vois, et donc, quels sont les ingrédients de la relation qui permettent à l'enfant de s'épanouir, à la personne de s'épanouir dans la relation, au-delà des identités? Je pense que présentement, on subit les effets d'une société qui est très, très dans l'identité d'abord. Et c'est beaucoup dans les oppressions qu'on subit, mais inversement aussi, j'ai l'impression que on en parlait tantôt, comment on peut se classifier ou pas, peut participer en fait à une forme de cul-de-sac. Ouais, ségrégation, exact. Exactement. C'est ça. Moi, je dirais ça parmi un ensemble de choses. J'avoue que élever, comme quand t'es jeune, tu réalises toutes les choses que tu fais, puis quand t'es jeune, c'est banal. T'as même pas réfléchi à tout ça, mais tu réalises après l'effet que ça a quand même sur toi, sur ta vision, sur comment tu penses. Fait que tu vas quelque part, puis justement, ils disent, il faut que tu parles français, moi, j'avais des amis qui n'avaient pas le droit de parler créole du tout. Ils étaient haïtiens, puis ils n'avaient pas le droit de parler créole. À l'école? Partout. Leurs parents voulaient pas. C'est les parents qui voulaient pas. Créole, c'était les gens d'haïtiens que eux, c'est français à la vie, à la mort, là. Sinon, là, si tu parles créole, tu montres que ça a des impacts, du bas peuple. C'est un kid qui était un peu marginalisé. Probablement marginalisé chez les Blancs, et autant chez les Noirs. Parce qu'on était comme, tout le monde ne parle pas créole. Ouais. Comment tu parles pas créole? Nous, on était jeunes, on questionnait, comment ça tu parles pas créole? Tout le monde parle créole un peu, au moins, genre, 2-3 mots, ta grand-mère, elle te parle pas en créole. Comment tu fais pour juste parler français à la maison? Mais ils subissaient la pression. Mais c'est fou, moi, j'étais jeune. C'est fou parce que tu dis ça, mais toi, t'as demandé à ta mère de parler en créole avec ton enfant. Ouais. C'était quoi sa réponse? Ouais, c'est drôle parce que vous avez vu le podcast de il me fait rire si jeune. Je parlais du livre, puis le highlight qu'on a, c'est c'est ma mère qui veut pas parler créole avec l'enfant. Shout-out à Sylvain, c'est juste une blague. J'ai juste ça pour rire. Pour de vrai, j'aime ça, c'est juste un petit clin d'œil humoristique. Mais j'ai trouvé intéressant, en fait, comment mes parents ont réagi. Puis on réagit, c'est pas passé, on est dedans en ce moment, c'est une découverte parce que c'est tellement frais. Mais
je sens la réticence de mes parents. Tu sais, je pense que mes parents, ils sont tellement habitués à nous parler en français, à mes frères et moi, même si des fois le créole sort, mais c'est d'abord le français. Puis ils l'ont fait avec moi. Mais moi, j'ai jamais eu accès aux raisons pourquoi ils le faisaient. Je pense que pour eux autres, je suis même pas sûr qu'ils l'ont réfléchi eux-mêmes. On est au Québec, les autres parlent français, on parle français aux enfants parce que c'est la langue dont on doit parler à l'extérieur, même s'ils se parlaient créole entre eux. Mais moi, je pense avoir un accent oui. haïtien. Oui. Que là, eux, ils veulent t'emmener justement, éviter que tu ailles. Mais je pense qu'ils l'ont fait juste spontanément. Ouais, c'est de l'adaptation. Exact, faut que tu t'adaptes à ton environnement. Exact. Et ce qu'ils ont appris aussi, en Haïti, le français était quand même la langue. Exact. Pour tout à fait. Pour la haute société. Ils ont été forcés à l'apprendre comme ça. À l'école, il fallait parler français. Et j'ai grandi avec mes grands-parents maternels à la maison. Moi, j'ai appris le créole à travers ma relation avec mes grands-parents. Et mes parents aussi. Mais mes grands-parents d'abord et avant tout, parce que ma grand-mère parlait pas français. Mon grand-père parlait français, mais on parlait uniquement créole avec lui. Ce que je trouve après, c'est que le mouvement... Puis des fois, c'est juste une question de... On n'a pas accès à la même information. Il y a le mouvement qui s'est fait où moi, je me retrouve à avoir que du français autour de moi. Et donc, je veux préserver le créole. Eux n'ont pas eu cette réflexion-là à faire. Parce que le créole était là. Ouais. Donc, il a été appris. Donc, moi, j'en ai parlé avec ma mère. Je dit, mamie, tu sais, elle m'a dit, ah oui, il va apprendre le créole. Je dis, non, il ne va pas l'apprendre. C'était pas là pour lui apprendre. You gotta do it. Tu sais, donc, c'est intéressant, cette conversation-là, parce que ça marque qu'on ne vive pas les mêmes époques. Et donc, on est amené à éduquer ensemble un enfant avec des références différentes et des réflexes différents. Tu sais, ma mère, c'est ça. C'est que je pense que quand elle voit un enfant, c'est pas son réflexe de parler créole. J'ai une idée, moi, parce que j'ai grandi dans une famille où le français est super important. Mais le créole l'est autant parce que c'est une langue. C'est pas un dialecte. C'est pas un... C'est une langue. C'est une langue. Il y a une grammaire. Fait que je pense que quand tu le vois plus là-dedans, puis tu dis, hey, la même manière que tu m'apprends le français, là, apprends-moi le créole aussi. Apprends-moi la grammaire. Apprends-moi les règles. Là, ça donne une richesse au dialecte, à la manière de s'exprimer versus juste dire, yo, je parle créole. C'est pour ça que le dictionnaire du doute m'a énervé un peu. Parce que, ma bad, là, ça fait un bout que j'en parle, puis je l'ai encore super, jusqu'à ce que je vois le patinet pour voir, yo, c'était quoi? C'est où tu voulais en venir avec le truc? Parce que je trouve ça vraiment insultant que ce dude-là, avec aucune accréditation linguistique, quoi que ce soit, décide de sortir un dictionnaire. Je suis comme, yo, est-ce que tu sais c'est quoi un dictionnaire, bro? Il me semble que c'est des experts qui écrivent des dictionnaires. Toi, t'es qui pour venir puis utiliser Bref. Mais sans revenir sur ce dossier-là, je pense qu'on a été hurt aussi, nous, notre côté, notre communauté, parce que personne n'y a pensé. Puis personne ne l'a fait. C'est possible. Oui, définitivement. C'est un mélange de tout ça aussi. Mais moi, je parle de moi, personnellement. Moi, pourquoi moi, ça m'a énervé? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pourquoi moi, ça m'a énervé, c'est vraiment comme, yo, bro, c'est que nous, on a une langue. Là, t'es en train d'un peu de niaiser notre langue en la caricaturant, en essayant de... Baba de sentir. Ouais, genre, c'était ça ton go-to, là, comme, really, bro? C'est ça que t'as utilisé pour faire de la publicité, genre, il n'y a pas d'autres mots que t'en as utilisé plein. T'en as utilisé une tonne dans ton texte. Aucune analogie caricaturale. C'était tout précis dans son contexte linguistique, avec ses définitions. Fait que moi, je trouve qu'il y a une différence. Puis il faut arrêter de voir le créole comme un dialecte, c'est une langue. 100%. Moi, je google encore comment écrire des trucs en créole parce que je suis comme, yo, je sais qu'il y a une règle. Je peux pas juste écrire au son comme qu'on m'a toujours dit avant. Le créole, c'est au son. Non, c'est pas au son. Il y a des accents circonflexes partout. Fait que, ouais. Ça, on transitionne de la langue. Ouais. On a parlé beaucoup de la langue. Réflexion sur la 6e institution de masse. J'ai essayé de comprendre, j'ai pas trop compris. Peux-tu élaborer un peu quelque chose? Il y a juste toi qui vas parler là-dessus, parce que moi non plus, j'ai rien compris de ça. Vas-y, explique-nous ça. Ben, c'est pas des blagues, ce que je disais tantôt quand je parlais de... En fait,
la vie sur Terre qui est en train de s'exterminer. Donc, quand on parle des différentes vagues d'extinction de masse, je suis moi-même pas un expert de la chose, mais la Terre aura connu différentes ères au cours de laquelle un ensemble d'êtres ont disparu. Ouais. Plusieurs personnes qui écrivent ou qui commentent en fait ce genre de phénomène-là sont en train d'observer que nous sommes dans cette ère-là, dans une 6e extinction. Comment est-ce que nos manières de faire, de vivre, d'agir peuvent être influencées maintenant si c'est vrai en fait, que on est dans une ère où on est en déclin, on est au minimum dans une ère en déclin. Mhm. Puis moi, j'ai l'impression que souvent, on n'agit pas comme ça. On agit comme tout était all good. Tu sais, moi, je pense qu'en fait, bon, je suis né en 85, durant mon enfance puis mon adolescence, c'est pas comme si tout allait bien. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y avait une relative insouciance par rapport à l'état du monde. Il y avait des guerres, il y avait des coups d'État partout dans le monde. On entendait parler des choses à la télévision et tout. Mais on n'était pas en train de se poser des questions sur les risques existentiels de la vie, là. At most, c'est comme il y avait l'affaire qu'on appelle la couche d'ozone qui allait avoir des soldats. C'est comme, c'est tout. Mais maintenant les jeunes et les moins jeunes, on ne peut plus regarder ça et se dire, hey, l'intelligence artificielle, c'est une chose. Le nucléaire, c'est autre chose. Les changements climatiques, c'est une autre chose. J'étudie guerre, la guerre mondiale, le potentiel de conflit. Le potentiel de conflit, c'est une chose. À travers tout ça, les démocraties sont en train, en fait, de s'effriter. Donc, mais littéralement, le vivant est en train de s'exterminer. Donc, moi, je dis une chute d'empire. Moi, j'appelle ça une chute d'empire. Ce changement-là. Ouais, puis je pense que c'est vraiment... Il y a non seulement la question de la chute d'empire ou d'une civilisation, c'est les formes de vie humaine. Puis je pense que j'ai l'impression que quand des fois on parle de ça, je pense que ça peut générer un stress. Puis soit quand on l'entend, on fait ça passe par-dessus nous. On n'est pas équipé pour gérer ça. Exact. Ou on sombre dans une forme d'anxiété trop importante. Mais la question se pose, comment on vit là? Comment on vit maintenant qu'on sait que ça peut arriver? Tu sais, moi, j'y pense, j'ai un enfant, j'ai pas le choix de penser à ça. Non. Et je pense c'est pas juste une question d'avoir un enfant ou pas enfant, je pense que c'est important d'être sérieux par rapport à ces choses-là. Tu sais, il faut considérer, basé, puis là, vous me corrigez si je me trompe, mais moi, quand j'entends parler quand je vois qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec Musk, mais j'entends... Puis là, on voit... Ça va partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ses comportements, mais qu'on sait qu'il a un trip sur aller sur Mars, lui. Et lui, il est down pour aller sur Mars. Pas avec nous autres, là. Non, c'est pas nous, là, les gens. Lui, il a jeté l'éponge sur l'humanité, puis il est down pour aller sur Mars avec son monde. Mais ça, c'est l'époque dans laquelle on vit. Et donc, it's important for the world comme de se poser la question. C'est une question qui est hyper sérieuse, à laquelle je pense de plus en plus, comme le monde va comment, puis comment est-ce que j'agis dans ce monde-là? Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une époque comme la nôtre? C'est une question qui est très importante, en fait. Donc, la 6e extinction de masse, c'est ça. C'est comme un peu un rappel, à tout moins pour moi, à quitter l'insouciance. J'avoue, du jour au lendemain, ça pourrait péter, puis... Je pense qu'on n'est juste pas préparé pour ça. Pas du tout, bro. On l'a vu avec la pandémie, bro. Le gouvernement n'était pas prêt, les humains n'étaient pas prêts, les bâtisses n'étaient pas prêts. Il n'y avait personne qui était prêt, personne n'était prêt, bro. Même si on en parlait là, depuis des lures, là, d'une possibilité de pandémie, là. On n'a jamais été capable de se préparer. Mais, bref, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Non, mais t'imagines, demain matin, ça pète, là. Il y a des missiles en haut de notre tête, à gauche, à droite, là. Tu fais quoi? Regarde, moi, la pandémie, je posais la question. À part rester chez vous, mais on s'entend que je veux dire... Ta maison, toi, tu dis ça, imagine dans le temps, il venait frapper à ta porte puis il disait yo, toi. Ben, c'est sûr que c'est ça qui va arriver encore. T'as quel âge? T'as 15 ans? C'est sûr, ça va arriver encore. Tu le fais-tu, toi, qu'on vient frapper à ta porte? Mais t'auras pas le choix. Ben, comment t'as pas le choix? C'est ça que tu viens. Non, tu vas en prison. Exact. C'est ça que tu vas en prison, mais ça que tu vas te battre. C'est legit comme réflexion de se demander ça. Puis il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste pour montrer à quel point on n'est pas prêt
en Ouais. tant que société pour Puis, ça. puis peut-être aussi, ce que je dirais brièvement aussi, c'est, pour moi, l'intention, c'est pas, je suis pas en train de demander que les gens individuellement se préparent un grand plan, Ouais, non, c'est sûr. mais c'est de se poser des questions sur des valeurs. Mm. Avec quelles valeurs on veut vivre? Comment on veut... Parce qu'à la base, peut-être que la solution, pas la solution, mais la meilleure manière de vivre, c'est vraiment de vivre en amitié, en communauté, en famille, puis de bien faire les choses, puis de se soutenir. And then you create something that makes sense. Juste ça, au moins, tu fais quelque chose. Mais déjà là, c'est pas gagné pour tout le monde. Déjà. Moi, je pense que la prétention qu'on devrait avoir devrait s'arrêter à c'est quoi que je donne comme leg au prochain. Tu sais. Parce que toi, tu vas pas le vivre. Non, on va probablement pas le vivre, là, toute cette instinction-là, mais nos kids, nos petits kids, eux, ils vont le vivre. Puis, comme tu as dit, ben, c'est quoi qu'on leur a laissé? Est-ce qu'on a eu un impact ou... Fait que c'est une bonne réflexion. Il y a un côté dans ton livre où on va aller plus spécifique. Là, tu parles de Pour 3 points, qui est une entreprise que tu as montée. C'est un projet que tu as parti avec une intention, puis finalement qui a évolué. Peut-être pas dans la direction de ce que je comprends, moi, peut-être pas dans la direction que tu aurais voulu. Une fois que tu regardes ça de l'extérieur, ou je sais pas quand est-ce que tu as remarqué que c'était peut-être pas dans la direction que tu voulais aller, mais raconte-nous ça, puis qu'est-ce que tu aurais fait peut-être de différent? Ben pour 3 points, c'est une organisation qui est née par un souci de soutenir les jeunes qui vivent dans des milieux qu'on dit défavorisés ou marginalisés. Puis qui manquent d'outils, qui manquent de ressources. Exact. Puis souvent, c'est parce que c'est de l'environnement. Des fois, c'est pas des fois, c'est pas le jeune, c'est l'environnement. Puis, j'aurais tendance à dire que le piège dans lequel je suis tombé à un moment donné, parce que ça a évolué après, mais à un moment donné, pendant quelques temps, un des pièges majeurs, ça a été de chercher de la croissance à tout prix, puis de vouloir grossir, tu sais, comme une grosse machine, une grosse business, tu sais, comme tu dis, je vais vendre un iPhone, puis demain, je vais en vendre 10 000, puis après-demain, 1 million, puis... C'est un modèle qu'on voit dans les entreprises à profit, mais le secteur social n'est pas imperméable à cette vision-là. Puis, j'ai rien contre la croissance. Mon problème, c'est vraiment pas contre la croissance à tout prix. Quand tu fais tout pour grossir, mais sans nécessairement te poser la question sur c'est quoi qui a le plus de sens pour cette organisation-là. Puis moi, ça a été ça. On a commencé avec un beau projet d'intervention auprès des jeunes dans Saint-Michel, à l'école Louis-Joseph Papineau, puis ensuite Joseph-François Perrault. Puis c'était comme un projet très rentré dans la communauté, dans la collaboration et tout et tout. Et on a fait un virage où on est allé vers un modèle de formation de coach. Et pour avoir de l'impact auprès des jeunes. Donc, au lieu d'accompagner un jeune, tu formes un coach qui forme 12 jeunes par année. C'est comme un peu une manière de grossir. Très beau modèle. Caleb, tu as d'ailleurs fait le programme de formation de coach. Ça fait plus de jeunes comme ça, parce que chaque coach va aller dans un environnement, avoir 15 jeunes environ, versus toi qui as juste peut-être une trentaine ou cinquantaine. Exactement. Puis je pense que les erreurs étaient... Quand on gère une organisation, on en fait 12 000 des erreurs. Fait que c'est peut-être... c'est pas des regrets, mais c'est juste vraiment littéralement des erreurs. Je pense qu'il y en a deux. La première, c'est que je ne regrette pas d'avoir créé le programme de formation de coach. C'est juste qu'on a sacrifié le programme à Perrault. Le programme à Perrault, c'était un beau programme auprès des jeunes. On faisait une belle job. La direction nous aimait. Les jeunes étaient contents. Les parents étaient contents. C'était un beau bijou. Puis je me suis fait croire qu'il fallait focuser uniquement sur la former des coachs. Puis on a comme tout d'un coup, sans consulter, fermé le programme. Ça, c'est une erreur importante parce qu'on s'est déraciné de la communauté dans Saint-Michel en faisant ça. L'autre chose qu'on a fait, qui est une erreur peut-être moins grave, entre guillemets, je dirais, mais on a voulu croître trop large. Donc, rejoindre des coachs à Québec, à Gatineau, même on avait des coachs en Abitibi. Donc, il y a des coachs hors Montréal qui ont eu nos formations. C'est bien. Je suis content pour ces personnes-là qui l'ont eu. Mais d'un point de vue stratégique, ça n'avait pas nécessairement de sens parce que c'était pas ancré, encore une fois, dans une croissance logique, cohérente au plan stratégique. Si je parle d'un langage qui est peut-être plus concret, déjà 40% de la population québécoise est à Montréal. Fait avant de commencer à aller en Abitibi,
commence par bien faire les choses à Montréal, tu sais. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est les gens qui connaissent le milieu éducatif ou le milieu sportif ou les deux en même temps, tu le sais que ton jeune, prenons encore une fois, je prends l'exemple du basket, ton jeune qui joue au basketball à son école à Anjou, l'été finit par jouer au basket dans le club à Saint-Laurent. Fait que pour bien accompagner le jeune, t'es mieux de former tous les coachs dans ce même écosystème-là qui est très concentré. Définitivement. Parce que là, le coach de Saint-Léonard va connaître le coach d'Anjou, puis là, il va avoir des connexions qui vont se créer, qui vont mieux entourer le jeune. Donc, l'impact, qui est un peu un impact de densité géographique, il y a plus de sens si tu coaches, tu prends plein de jeunes, même non seulement à Montréal, mais tu prends les jeunes, les coachs du nord-est de Montréal, puis tu les formes, tu crées une communauté comme ça, plutôt que de créer des coachs qui sont formés, mais un peu éparpillés partout. T'as pas une cellule. Donc, c'est vraiment ces deux erreurs-là, d'avoir laissé de côté le programme à Saint-Michel, puis d'avoir été trop large. Là, on est revenu, je ne suis plus impliqué avec l'organisation, mais l'organisation est revenue à une densité plus proche géographiquement. Puis je pense que les gens qui écoutent peuvent se poser la question, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Donc, au-delà des choix entrepreneuriaux, je pense qu'on oublie que c'est pas juste par la croissance qu'on a de la valeur personnelle. Tu n'as pas besoin de devenir... la constance. La constance, une intégrité, juste de bien faire les choses. Moi, je pense à mes parents, là. Les parents, ils ont fait un travail dans leur vie très humble. And that's great. On n'est pas obligé de tout le monde devenir des Bill Gates pour avoir de la valeur dans la vie. Puis moi, je crois en ça. Comment est-ce qu'on peut être plus humble? Si tu as le talent pour devenir Bill Gates et les capacités, just do you. Mais des fois, j'ai l'impression que tout le monde veut tomber dans ce piège-là. Puis c'est pas propice et ça détruit les écosystèmes, en fait. On va aller dans le personnel un peu. Yeah. Bon, on en a parlé au début. Tu es nouvellement papa. Donc ça, c'est de l'ajustement. Caleb est con. Yeah, ouais. C'est Caleb qui voulait savoir ça. Ouais. Quoi? À la situation, t'as-tu regardé? À l'accouchement, là. T'as-tu regardé? T'as-tu été explicite dans voir le bébé sortir? Ou t'es resté caché derrière à tenir la main de maman? J'étais à côté. OK. Mais attends, je vais dire pourquoi je pose cette question-là, parce que moi, j'ai pas encore d'enfant. Puis plusieurs de mes amis me disent, le premier, ils ont pas regardé. Là, après ça, bon, ils ont eu de la pression. Ils disaient, ah yo, comment t'as pas regardé? Oh, t'es pas un homme, là. Le deuxième, ils ont regardé, puis ils étaient comme, oh shit. Yo, j'ai regardé, mais je pense que si j'ai un autre enfant, je regarderai pas. Oh, ouais. Voilà pourquoi ma question. Ouais. Ben, je vais partager un peu de comment l'accouchement s'est passé, puis je vais pas dans tous les détails. Non. Mais on était à la base en maison de naissance. Pas très loin d'ici. Vous êtes courageux d'ailleurs d'avoir fait ça. On était content de l'avoir fait, mais ça n'a pas terminé en maison de naissance par contre. Mais puis juste le dire aussi, bien entendu, ça dure des heures. Donc moi dans l'accouchement, en maison de naissance, j'étais très présent. Ouais. À soutenir ma copine, à supporter. Tout. T'étais une des infirmières, donc. Ou des infirmiers. Il y a les sages-femmes. Moi, c'est ça, je donne ma job, c'est de supporter. On m'a dit de supporter. On a eu des cours aussi prénataux qui m'ont enseigné comment faire. Et les circonstances, en fait, qu'on a dû aller finir en hôpital. Donc, on s'est rendu à l'hôpital pour terminer l'accouchement. Puis, j'ai pas eu de réflexion à savoir est-ce que je voulais regarder ou pas regarder. J'étais à côté. Puis l'enfant, la médecin l'a fait sortir. Donc, j'ai pas vu la sortie en tant que telle. Mais j'ai vu assez rapidement le bébé. J'étais dans la salle. J'étais à côté de ma copine. J'ai vu le bébé. Et moi, ce qui m'a frappé particulièrement, c'est les yeux ouverts. Comme je l'ai vu, il y avait les yeux ouverts déjà réveillés. On disait qu'il était prêt à chiller avec moi. C'est comme OK. Puis c'est caractéristique de qu'est-ce que je vois chez lui. Quoi, là? Vraiment, il était curieux à voir le monde. On dirait que ça faisait des années. Donc, j'ai vu le bébé assez rapidement. Puis ta copine, de ce qu'on voit, était dans le monde aussi public. Elle a fait de la politique, ça se peut-tu?
Ou Ouais, elle brièvement? est impliquée en politique. Comment mais- tu gères ça, toi, en couple? Peut-être qu'elle n'est plus dans la face publique, mais toi, tu es dans la face publique. Ouais. Tu as un livre maintenant. T'es-tu du genre qui va poster des TikTok avec ton kid, qui va le mettre dans cet environnement-là, ou tu vas garder ça secret? Je pense que c'est... il y a une photo que j'ai publiée avec notre bébé dans le cadre de la promotion du livre. Mais puis c'est drôle parce qu'il y avait en fait un papier qui était l'image du livre dans son visage pour cacher son identité. C'est la seule photo que vous allez voir sur le réseau. C'était assez clair pour nous. On n'est pas du genre... on n'est pas du genre à faire du advertisement de notre enfant. Puis c'est un consensus ou vous avez dû avoir une discussion? c'est assez facile à décider. Ouais. Ouais, assez facile. Des fois, je parle sur les réseaux de mon enfant, mais pour moi, il y a quelque chose, une pudeur à respecter par rapport au bébé. Ouais. All right. On va passer au troisième sujet. S'il te plaît. On va passer au... On va finir avec un gros sujet avant Ouais, de passer. un gros sujet. On t'a reçu il y a exactement 3 ans. Mhm. Ben, exactement, plus ou moins. Là. C'était exactement le même mois, il y a 3 ans, exact. C'est ça? Tartelette, Merci. crémasse. Oh, Puis... crémasse. Ouais. Il a dit, oh, crémasse. Je suis comme, oh, yeah. Fait que on t'a reçu il y a 3 ans. Thanks. On t'a reçu il y a 3 ans. Puis, je me souviens la journée que tu es venu enregistrer avec nous. C'était le gros scandale de Saint-Laurent. Puis tu venais d'aller faire une tribune, je pense, je sais pas si on parle du coach de basketball, coach de Daniel basket de Lacasse, Saint-Laurent qui a été accusé avec 2 autres coachs. Exactement, d'agression sexuelle sur des mineurs. Dernièrement, le juge l'a libéré. Il a été acquitté. Le juge précise que cet acquittement ne signifie pas que les événements ne se sont pas produits. Okay? Il parle de doute raisonnable. Donc, est-ce que c'était avant ou après 18 ans? Mhm. Parce que l'histoire, ça a l'air de l'histoire de la victime. Donc, 18 ans, parce que, 18 ans, t'es majeur. Fait que techniquement, si t'as une relation sexuelle avec une personne qui a 18 ans, fait que c'est legit aux yeux de la loi. Avant ça, non. Fait que c'est pour ça que la juge a dit qu'il y avait un doute raisonnable. Puis, quand t'as vu la nouvelle tomber, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est une nouvelle qui est grave, en fait. C'est difficile à recevoir pour la personne qui est la victime, que je crois. Donc, à la base, pour moi, c'est une évidence que que l'agression est arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit criminel a pour objectif je sais pas si c'est pas pour objectif, mais le fardeau de preuve du doute raisonnable en droit criminel a pour objectif de protéger non seulement l'accusé, mais l'ensemble des citoyens. Voulant dire que du moment où on a un doute par rapport à la commission du crime, ben, il faut qu'on acquitte la personne. Parce que sinon, ce qui arriverait, c'est que ce serait trop facile de mettre des gens en prison alors qu'on n'a pas de solid grounds. Et donc, il y a des criminels qui s'échappent, en fait, qui se sauvent grâce à ça, mais on évite que des citoyens innocents aussi qui sont sauvés. Et on évite qu'ils soient pénalisés, right? Mm-hmm. Donc, le système est fait pour cette raison-là. J'ai pas vu le jugement au complet, mais j'ai lu les mêmes commentaires que tu as lu toi aussi. J'ai comme l'impression que le juge avait pas le choix dans ces circonstances-là, devant la preuve qu'il avait de dire, je peux pas déclarer ce gars-là coupable parce que la preuve ne me permet pas de le faire, il y a des doutes. Donc, moi, j'ai été d'ailleurs au procès. J'ai été une demi-journée, un après-midi, quelques heures.
Et donc, j'ai vu comment ça se passait, mais pas assez pour avoir des détails sur comment ça allait se produire. Mais il faut voir qu'est-ce que la preuve a dit pour que le juge en arrive à cette conclusion-là. Mais clairement, il semble y avoir eu des éléments qui ont mené à ce jugement-là, ce qui appelle à des questions liées à comment... Puis là, je ne suis pas en train de faire un discrédit de la préparation de cette victime-là en question. Moi, c'est le premier commentaire que j'ai eu. J'ai dit aussi qui a préparé cette personne-là pour que son histoire change 3-4 fois. Ouais, c'est une question. Moi, je n'ai pas les détails là-dessus, mais c'est sûr que les gens qui témoignent doivent être préparés. Et donc, je donne ça parce que des fois, les gens savent comment ça fonctionne. Mais il faut que la preuve soit béton parce que sinon, ça a des risques. Ouais. Ce qui crée une incohérence vraiment importante, c'est que il est libre, alors qu'il y a un paquet de personnes qui sont victimes de ce gars-là. Mm-hmm. Ne serait-ce qu'au-delà du côté sexuel, victime du point de vue psychologique, etc. Donc ça crée un malaise. Puis finalement, ce que je dirais, c'est ça appelle à nouveau notre responsabilité en tant qu'homme sportif aussi. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on soutient des espaces sécuritaires? Comment on protège nos kids? Comment on protège les kids là-dedans? Comment protéger les kids, finalement? Mais c'est difficile, tu sais, c'est vaguement... En fait, tout ce que je dis là, ce serait pas assez pour rendre justice à comment c'est grave, cette situation. Mais je me dis aussi, tu sais, la plupart de ces jeunes-là, tu sais, sont peut-être majeurs présentement, mais tu sais, dans ce temps-là, ils étaient mineurs. Mm-hmm. Ils avaient peut-être 15, 16, 17, et 18. Fait que là, ils subissent la pression des avocats, du juge, la présence sociale, parce que là, bon, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Fait que la jeune, c'est ça, elle est comme elle est stressée. Là. Quand elle témoigne, quand elle témoigne, ou même quand elle est avec l'avocat, puis elle raconte son histoire, genre, veut dire, André, peut-être qu'elle se met elle-même en question à force de répéter tout le temps l'histoire. C'est possible. Fait que, il faut avoir vu, c'est pour ça qu'il faut avoir vu la preuve, il faut avoir écouté l'ensemble de la preuve pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mm-hmm. Parce qu'on est trois ici à en parler, on n'a pas eu accès à l'ensemble de qu'est-ce qui s'est dit pour pouvoir porter un jugement. Mais si un juge dit des affaires comme ça, de la manière dont il les dit, c'est que vraiment, là, il a vu des affaires croches devant lui, mais il peut juste légalement pas aller jusqu'à sanctionner. Sanctionner, c'est mais ça. Mais il a vu des affaires croches. C'est clair qu'il a vu... Pour lui, quelque chose de croche s'est passé. Tout ce qu'il dit, c'est « je suis pas sûr de ses camps ». C'est comme si qu'il ouvrait aussi la porte aux autres à venir parler aussi. C'est comme là, il y a juste une personne aussi qui est venue parler. Comme il en faudrait probablement quelques-uns d'autres s'il faudrait. Puis c'est extrêmement cruel de demander ça, mais c'est ça la réalité. Tu sais, je pense que une personne, c'est pas assez parce que c'est trop risqué. C'est trop. Il y a trop de chances de briser l'histoire, de faire la personne douter ou quoi que ce soit qui s'est passé ou ce que. Nous, c'est juste l'article. Moi, je lisais l'article, puis ça disait que l'histoire avait changé. Au début, ça s'est passé à 16 ans. Après ça, bon, finalement, c'était pas à 16 ans. Elle venait d'avoir 18 ans. Puis je suis comme, on s'entend, là, elle vient d'avoir 18 ans. Là, juste ça, c'est un doute. Un juge peut pas... Mais en même temps, c'est vrai, c'est un doute, parce qu'au début, elle disait que c'était arrivé à 15 ans, 16 ans. Fait que je comprends le processus. Ça m'a éclairé beaucoup sur un procès. Je pense que j'avais pas été proche d'un procès. Fait que là, j'étais plus intrigué. Puis quand j'ai vu ça, c'était comme une bonne claque dans la face. C'est comme, wow, ce gars-là, j'espère ne plus jamais le revoir au basket. Parce que je sais pas comment je vais réagir. Je vais pas mentir. Malheureusement, c'est sûr que tu vas le revoir. Dans le basket, bro. T'as l'information qui dit que je peux pas croire que ce gars-là, il va revenir dans le monde du basket. Non, il est libre, mais il peut pas revenir dans le monde du basket, bro. Je veux dire, tu peux pas. Tout le monde, guys. Hey, Québec, RSEQ, bro. Je vous jure, je vois Daniel Lacasse dans vos organisations. Bro, c'est qui n'arrête pas de snap sur Grimard, là? Edlin. Je vais devenir Edlin sur vous, online, mais je viens vous blague, bro. Parce que, non. Son bon ami, c'est Daniel Grimard, qui est dans Basketball Québec. Non, je te dis, c'est toute une gang de gars, là, que, on a beaucoup à dire sur eux, but, yeah. Nah, à suivre. Définitivement. Définitivement à suivre. OK. Fait que, on va terminer avec un petit jeu. Ouais. Des soldats. Fait qu'on te donne 2 choix.
Ça peut être des films, des personnalités publiques, peu importe, de la nourriture, puis tu choisis. Tu n'es pas obligé de dire pourquoi, mais des fois, on va demander pourquoi. Fait que, on va là comme ça. Bon? Tu vas? Yeah. T'es-tu un gars de nuit ou de jour? Jour. Fait que là, tes nuits, tu les vois. Tu les vis comment? T'es-tu nuit blanche ou bien t'as besoin de ton sommeil? Ça m'arrive de faire des nuits blanches. C'est variable, là, indépendamment du bébé, parce que le bébé a été un facteur qui m'a amené à la nuit, mais indépendamment du bébé... Écrire un livre, des chroniques, ouais, passer à la télé. Ouais, ça fait des années que j'ai fait de l'insomnie longtemps, depuis début vingtaine même, mais je fonctionne de jour. C'est vraiment, même malgré l'insomnie, moi, je fonctionne le matin, tôt le matin, c'est là que j'ai l'énergie. Plus la journée avance, moins je suis fonctionnel. Donc, je suis un gars de jour, définitivement. Français ou Kebs Montréal dans le langage? Français. Tu trouves encore que le français a sa place à... Ouais, ben c'est parce que, en fait, c'est parce que les deux sont du français pour moi. Okay. Right? Puis j'ai répondu en ayant dans ma tête quand on dit Quai du Montréal, pour moi. Comment ça s'appelle le gars qui a écrit le livre, là? C'est lui que... C'est lui chiller, Jérôme. Le chiller, ouais. Tu sais, même si je suis quand même... Comment dire? Même si je trouve ça vraiment beau, le slang montréalais, je suis un gars de 40 ans, là. Tu sais, c'est comme à un moment donné... Non, mais c'est vrai. Quelle crédibilité tu te donnes quand tu parles? Ouais, tu sais, c'est comme exact. Même si je trouve ça beau, parce que je pense qu'une langue évolue, puis je pense que il va y avoir des mots qu'on trouve dans le slang qui vont devenir dans le français officiel un jour, etc. At the end of the day, je ne vais pas prétendre que je parle en slang tous les jours, là. Ma langue, c'est un français plus conventionnel, disons, puis ouais, that's it. École privée, école publique? Je questionne beaucoup l'école en général. Shit. Ouais, vraiment. Là, comme quand avec ma copine, on en parle des fois, puis c'est comme... L'école, là, c'est... J'ai beaucoup de réserves par rapport à l'école en général. Mais j'aurais tendance à dire école publique. La seule chose, c'est que il y a des écoles, mais c'est pas à tout prix pour moi, c'est qu'il y a des écoles ou des milieux où l'école publique, elle est de qualité. Il y a des milieux où elle l'est moins. Donc, quand je pense à ça, je pense à mon enfant, puis je pense à comment on va naviguer tout ça. Ça va pas être idéologique comme choix. À un moment donné, ça va devenir pratico-pratique. Tu sais, ça va devenir... c'est parce que là, on vit dans tel quartier, l'école publique est bonne. Est-ce que ma copine elle a grandi à Québec, elle était à Rochebelle, qui est dans le public. Bonne école publique. Ça, c'est le hood, ça. C'est là qu'il y a les bons Africains, là. les fuck Vini du Québec, de la ville de Québec, c'est les Africains. Nous, c'est les Haïtiens, eux, c'est les Africains là-bas. Les autres, tu sais, comme... C'est une école publique top-notch, là. Fait que moi, j'enverrais mon enfant à Rochebelle anytime, mais est-ce que je vais l'envoyer à n'importe quelle école publique? Non. Non, c'est sûr. Mais dans l'optique de ton livre, où ce que tu mettais, justement, tu questionnais l'élitisme que tu peux retrouver dans une école privée versus ce que tu as peut-être manqué de l'école publique, parce que tu n'as pas été dans l'école publique, fait que tu le sais pas trop. Puis en restant dans le livre, dernière question. T'es un gars de ville ou de nature? C'est des grosses questions. À la base, je suis un gars de ville. Si t'as à choisir, c'est la ville. Comment? Si t'as à choisir. Mais c'est parce que c'est une bonne question. Je pense que si j'ai à choisir où est-ce que je vivrais, puis je mettrais pas les pieds ailleurs, là. Pas que tu mettrais pas les pieds ailleurs, mais si t'as à choisir où est-ce que tu voudrais t'installer, ça serait-il en ville de plus en plus, je réfléchis à habiter en nature. De plus en plus. Mais j'ai besoin de mon pied à Montréal. Montréal, c'est mon terrain. C'est là que je suis né, etc. Donc, mes parents sont à Laval. Je veux me retrouver à Montréal, proche de mon monde. Mais là où je me sens bien, si la question, c'est où est-ce que mon corps se sent bien quand je me lève le matin, nature, hands down. C'est comme quand je me couche, je regarde les étoiles. Il n'y a rien de mieux. C'est comme, pour moi, c'est de loin la nature. Je me sens mieux en nature, mais c'est moins pratique, la nature. C'est juste ça. Il y a un aspect pratique qui n'est pas là, mais c'est ça.
à la base, mais c'est le gars de ville qui parle. Tu l'as-tu vécu, toi, comme ça aussi? Parce que lui, il faisait allusion dans son livre à devoir aller dans un camp, puis ça l'intéressait pas. Mais toi, t'as fait ça, mais dans l'optique plus religieuse, où c'était avec du monde qui te ressemble. Tu l'as-tu vécu aussi comme, OK, je vais aller faire là-bas, j'allais me faire manger par les maringouins. Mais j'étais jeune, fait que, tu sais, je le voyais pas, les maringouins, quoi que ce soit. Fait que, t'es dans... Vous étiez dans exact, dans notre religion, mais on te forçait, on nous appelait les explorateurs, là, Okay. un peu comme les scouts. Puis on te forçait à, justement, avoir cette connexion-là avec la nature. Ouais, Fait qu'on faisait des fins de semaine, on allait à l'autre bout du monde, on allait dans le Michigan, on était dans la forêt, C'est puis fou, ça. on apprenait toutes les différentes sortes de feuilles, les arbres et tout, moyens de survie, comment faire un feu. Fait que, tu sais, c'est cette connexion-là, je dirais religieuse, mais nature aussi qu'on avait. Puis c'était plein de kids. Plein de kids, là, on était, des fois, là, on avait des grosses conférences avec du monde du State, du monde du Canada, puis on était quoi, 3000, 4000. Fait que, tu sais, ça a l'air vite. Puis quand t'es jeune, maringouin, oui, mais tu y penses pas, là, tu y vas, puis c'est juste nice, genre, c'est différent aussi. Puis, non. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup... Jusqu'à aujourd'hui, je fais du camping. Non, mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous devraient plus visiter. Oui. Je pense que c'est une grosse barrière qu'on a aussi. Ben oui. C'est cette déconnexion avec la nature. Ben ouais, puis souvent, moi, je vais parler pour moi, mais ça a été ça pour moi. Parce que je suis né dans la ville, je pensais que c'est la nature, le truc étranger, donc tu fais référence un peu, mais c'est comme, think about it for 1 second. La nature était là d'abord, on a construit des choses. La ville, c'est l'extraterrestre. La ville, c'est la ville qui est étrangère. Arrêtez, là. Fait que je pense que de retourner à la source, c'est ça l'important, tu sais. Oui, de revisiter la nature, pas comme une nuisance, mais comme un élément qui a toujours été là, qui mérite d'être revisité, puis ouais, qui fait du bien aussi. Vas-y. Bon tour. One-on-one. Entre toi et ton frère, qui gagne? Ah ben là, c'est quoi la question? Faut spécifier le frère, en plus. Facile, ouais. Mon frère McDavid, c'est facile. C'est lui qui me tue, là. Comment vous avez été fan de votre petit frère qui est en train de quand même bien performer au basket, puis qui est devenu quand même dans le monde du basket à Montréal, il y a sa réputation, puis il y a son entité, puis comment vous avez vécu ça en tant que frère? Moi, j'ai pas de frère. À un plus jeune âge, il y avait vraiment ce côté-là un peu de love and hate pour moi, parce que mon petit frère, il a commencé à devenir plus grand que moi à un moment donné. Il grandissait puis il devenait plus grand que moi. Mm-hmm. C'est comme pour moi qui cherchais son identité, de voir mon petit frère me dépasser, c'était déjà bizarre. Puis de voir, je me rendais compte qu'il me dépassait au basket aussi. Puis j'arrivais pas à me l'admettre, donc j'étais comme pas à l'aise avec ça. Donc ça, il y a eu ça pendant un certain temps, mais rapidement, tu sais, quand il a commencé, j'étais peut-être rendu à la fin de mon secondaire, au début cégep, c'était juste all love and support. Tu sais, un peu un rôle de mentor parce que même si j'étais moins talentueux, j'avais quand même un mind sur le basketball, une compréhension aussi de la trajectoire qu'il devait prendre pour se rendre où est-ce qu'il voulait aller, c'était aux États-Unis. Fait que je suis devenu un peu comme un supporter, un conseiller aussi, tu sais, vraiment, de dire, fais attention à telle affaire parce que c'est important pour aller aux States d'avoir des bonnes notes, même tes choix basketball aussi. Fait que c'est ça, toujours du support dans sa démarche. Toi, Caleb, tu prends McDavid? Oui. All Canadian, je veux dire. Mais non, est-ce que toi, en one-on-one, tu le prends? Oh, moi, en one-on-one? Ouais. Ah, mon Dieu, ce gars-là, moi, je mais là, mon frère, il joue plus. Lui, c'est un gars de hockey maintenant. Fait il a transitionné. Moi, je suis un gars comme ça. Non, lui, il a dit Kobe, il va le prendre. J'ai jamais dit Kobe. Il va scorer un basket sur Kobe. J'ai jamais dit. J'ai dit, je pense que je peux. Là, ça a changé. Là, c'est je pense. Mais il y a des joueurs dans la NBA, je suis sûr que je suis capable de prendre mon one-on-one. Comme ça. Okay. Non, mais je parle dans mon prime, pas maintenant. OK. Plus maintenant. OK. LeBron James ou Curry? Curry. I mean, LeBron, obviously, LeBron tu sais, je vais acknowledge que
même, il surpasse, là, MJ, puis selon plusieurs paramètres, là, comme au-delà des championnats, LeBron, c'est le joueur all-around qui va être reconnu comme le meilleur ever pour plusieurs, avec raison. Mais Curry, c'est Curry, man. Curry, c'est... il y a quelque chose de plus spectaculaire. Puis moi, je suis joyeux quand je regarde Curry jouer. C'est vraiment... Et je trouve Curry plus spectaculaire. Puis je l'ai vu pour la première fois en 2007, quand je suis allé voir mon frère justement jouer aux États-Unis. Mais j'ai fait le week-end, j'ai profité de ce week-end-là pour aller voir Duke contre Davidson jouer. Il y avait Maxime Paulus-Gosselin, mon ami du secondaire, qui jouait pour Davidson à l'époque. Donc, un coéquipier du Québec qui jouait avec Steph Curry. Et moi, j'avais entendu parler de Curry à travers les médias. Tu sais, c'est comme l'histoire du gars qui ne s'était pas fait repêcher par personne, puis finalement, il arrivait à Davidson. Donc, j'avais entendu. Je regardais le warm-up. Je me souviens, on était au stade de Charlotte. J'ai vu le warm-up, j'ai vu Curry shooter. Chez lui, en plus, ça. Puis j'étais... Écoute, ben oui. Puis j'ai vu... Il a shooté... Non seulement il était vraiment loin, mais c'est qu'il n'était pas square devant le panier. C'est comme si il faisait... Puis ça rentrait swish. C'était tellement spectaculaire que j'avais ma copine qui ne regardait pas le basketball à l'époque. Ben, elle regardait pas le basketball au point. Je capotais. Elle ne comprenait rien, mais j'ai vu sa shot dans ce warm-up-là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis après ça, il a fait sa run. Il était allé au Elite 8, presque au Final Four. Et après ça, dans la NBA, etc. Mais en le voyant live à ce moment-là, moi, c'est Curry fan forever, ever. So, longue histoire pour dire que Curry avant LeBron. C'est un parti pris parce que LeBron is definitely the best. LeBron is definitely the best. On fera pas de The débat. best, oui. On fera pas de débat. Mais yeah. Bon, regarde. Moi, je regarde Kobe. Moi, c'est Kobe. Bon. Tu me dis LeBron, Kobe, je prends Kobe. Ça va à l'aise. Vas-y. Alright. Trump, Poutine. Damn. Ben, je sais pas si je vais choisir l'un ou l'autre. Je connais davantage Trump parce que on le voit dans les médias davantage. Il m'intrigue davantage comme individu aussi. Je pense que je raconte souvent que les gens qui regardaient la lutte back then ont peut-être une longueur d'avance pour comprendre qui est le personnage, ou à tout le moins, qu'est-ce qui se préparait qui allait faire en sorte que ce personnage-là est populaire. T'sais, on a longtemps comme regardé la lutte de haut, puis il y a encore aujourd'hui des gens qui regardent la lutte de haut, mais c'est comme, well, you know what? Qui préparait sa popularité quand il était dans le ring avec Vince McMahon. C'est comme, fait que il y a comme un côté de Trump qui est très populiste que je trouve, juste intriguant en fait. Comment se construire un personnage comme ça, c'est vraiment intriguant. Puis c'est ça. Si tu as regardé la WWF et ensuite WWE, ben tu as eu une partie de la réponse, où tu as regardé The Apprentice à un moment donné. Mais il y a du monde qui sont des gens sérieux en politique qui comprennent pas ces choses-là parce qu'ils n'ont pas vu qu'est-ce que le peuple dit ça comme ça. Les gens regardent. Rhum ou vin? Ça dépend des contextes. Mais si j'avais à choisir... Barbe-mon-cours. Barbe-mon-cours. Un bon barbe-mon-cours. OK, parfait. Bouillon ou soupe joumou? Soupe joumou. Oh non, ça c'est... no disrespect à l'eau bouillon, mais soupe joumou, for sure. Ouais. Tu te vois où dans 5 ans? J'élève mon petit garçon, ça c'est sûr. Peut-être en nature. Le reste, je sais vraiment pas. Je pense que ce qui est probablement assez certain, c'est que j'aurai écrit un autre livre. Parce que je vais pas écrire un livre demain matin, mais 5 ans. Tu penses que t'as le temps? Ouais, j'ai le temps là. Même si l'autre a pris 7. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le processus est déjà clair. C'est ça. Fait que j'aurais peut-être. Mais le reste, je mène pas ma vie en ayant les plans trop définis. Donc,
tu me dis 5 ans, honnêtement, c'est pas que je veux pas dire qu'est-ce que je vais faire, parce que j'ai aucune espèce d'idée, mais je pense que ma vie va être dans une forme de simplicité, à faire qu'est-ce que j'aime, puis ça implique qu'est-ce que je viens de dire là. Élever mon enfant, être avec ma copine, être dans la nature, écrire des livres. Ouais. En terminant, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton livre en le lisant? C'est très difficile pour moi, ben, on l'a fait là, mais c'est quand même difficile pour moi de parler de mon livre ou de parler ou donner de l'explication. Je peux parler du livre, mais d'expliquer par rapport et de dire aux gens qu'est-ce que j'ai le goût que les gens retiennent. Parce qu'on m'a posé la question dans une entrevue, puis je me suis rendu compte quand je suis rentré à la maison que je ne savais pas vraiment. Un peu parce que je vis mon livre, ma relation avec mon livre, c'est un peu comme une chanson, une œuvre d'art. C'est comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je retienne d'une chanson? Comme, écoute la chanson. Toi, interprète. Comment? Ouais, Toi, exact. interprète. À chacun d'interpréter le truc. Je pense que je suis un peu dans ce vibe-là avec cette œuvre-là. C'est que elle est sortie, pas très rationnellement, elle est sortie beaucoup émotivement. Puis je veux laisser aux gens le soin d'interpréter, de vivre l'œuvre comme ils la vivent. Et le livre ne porte pas un seul message. Je pourrais en dire un, ce serait facile, mais il y a quelque chose dans le livre qui est comme... There's a lot, puis on le disait un peu avant l'enregistrement, que je suis content parce que l'œuvre, on dirait, les gens viennent épuiser plein de choses différentes. Ce qui est un peu peut-être le message, contradictoirement, c'est que le message, il est en lien avec l'idée de ne pas être dans une seule case. Tu sais, dans ce livre-là, je me suis exposé d'une manière que tu ne peux pas vraiment savoir what I'm about, comme de manière spécifique. Tu vas dire, OK, il y a ça, mais tu vas dire, ouais, mais à telle autre page, il y a ça. Puis il y a ça aussi. Puis on est tous comme ça, on est tous très complexes. Donc j'ose espérer que les gens vont découvrir la complexité du livre, puis la complexité que je projette à travers le livre, mais aussi qu'on honore le fait qu'on est tous comme ça aussi. On n'est pas comme unidimensionnel. C'est pas un livre unidimensionnel, puis personne l'est uniquement. Donc ouais, c'est peut-être ça le message. Ouais. Shout out. Regarde, moi là, je suis très content de t'avoir reçu pour cette occasion-là. Je trouve t'es probablement un des premiers que moi je connais là, qui écrit un livre. En plus, ce livre-là est pertinent, je trouve. Ah ben merci. J'espère que le monde va l'utiliser à des fins éducatives. Je pense aussi qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver, question identitaire, ça peut leur donner un exemple des chemins à suivre, des possibilités, sans dire justement quoi faire. Juste donner des opportunités. So, big shout out. À chaque fois, moi, ces affaires-là, moi, je le prends comme un plus pour la communauté. Mine de rien, moi, je suis égoïste avec ça, comme I take it for the blacks. No, like, it's good. Puis il y a peut-être du monde qui vont pas aimer le livre. Il y a peut-être du monde communiquer est personnel aussi. Puis c'est correct. Oui, puis c'est correct aussi, tu sais, qu'il y a du monde qui trouve que le livre, peut-être, qu'il n'était pas à leur goût. Ils ont une opinion peut-être plus critique par rapport à ça. C'est bien correct, mais de base, big shout out. Merci. Tu as ouvert un côté vulnérable, là, où tu expliques un peu tout ton vécu sans avoir... Le monde va te juger, là, c'est sûr. Là. Le monde va lire ça, puis ils vont avoir une interprétation. Fait que big shout out. Moi, je peux juste lever mon verre à ça. Merci d'être venu. Ah, merci. Allez acheter le livre. Bon garçon, compliment égaré. Vous pouvez trouver ça en librairie. D'après moi, il doit être à Renault. Moi, je l'ai acheté en ligne. Ouais. Tout à fait. E-version, lisez-le. Partagez-le avec les amis. Bootleg. Je vous donne la permission de bootleg parce que lui, il va pas le dire, mais moi, je viens du street, bootleg le livre. Non, shout out Fabrice. Thanks. Hey, à la prochaine, guys. Hey, merci. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.